bonsoir à vous. On est très très heureux de vous savoir à nos côtés comme tous les jours. L'équipe est au grand complet, sinon elle est bien en place. Il y a avec nous ce soir Monsieur Daouda Coulibaly, Sa Majesté Daouda. Toujours, voilà. hein. Toujours. De plus en plus en costume, ça c'est bien. Oui, mais j'essaie de prendre la place d'Alain. C'est vrai. Oui. Parce qu'en même temps, Alain lui a décidé de se déguiser en général de corps d'armée. C'est mardi gras. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir, Bonjour mon général, comment allez-vous? Je vous en prie, jeune homme. Je vais bien vous-même. C'était vrai faux général? Faux vrai général. Mais par contre, les boutons, j'ai l'impression que ça diminue un peu. C'est normal, hein? Voilà. C'est normal, c'est la tenue réglementaire. Non, Merci. les boutons doivent augmenter en principe. Ah bon? Ouais. Non, c'est les étoiles, là. Il y en a déjà Les deux. boutons, voilà, ça c'est pour autre chose. Ça va déjà tirer la Kevin, tennis. comment ça va? Bonsoir, ça C'est ça. Ça va, je vais très bien. Merci de vous voir ce soir aussi bien. C'est quoi les couleurs déjà? Du violet, du gris et voilà. Du vert aussi. Si tu veux. Ouais. Non, pas si je veux, il y a du vert. D'accord. Mais bon, en même C'est temps, quel créateur? La maison Mondou. C'est du faso d'Anfani. Voilà. voilà, Très bien. que je connais bien, qui vient du Burkina. Yeah. On profite de l'occasion pour dire bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, à Ouagadougou, à Fada, à Kaya, à Tenkodogo, à Bobo Dioulasso. Tu maîtrises le Burkina? À Gorm, oui, si, je connais Tu bien. as fait combien d'années? Une bonne dizaine d'années. Ah ouais? Ouais, je travaille une bonne dizaine d'années au Quand Burkina même, hein. Faso. Brice a commencé la radio là-bas ou quoi? Non, j'ai commencé la radio ici. Après, j'ai fait de la radio là-bas, j'ai fait de la télé là-bas, et puis après, je suis revenu pour servir mon pays. La nation. La fameuse phrase de tous ceux qui ont envie de revenir, qui cherchent le prétexte. Je reviens pour servir la nation. Ah, c'est ça, et casse-toi, t'as pas ce qu'ils disent ailleurs. Et puis, Madame Bleu est avec nous, on est en jaune. Bonsoir, Madame Bleu en jaune, comment ça va? Ouais, en jaune. C'est du jaune, Ça on est va. d'accord. C'est la duchesse de York. Exactement, Vous êtes- exactement. vous êtes- Avec les Vous êtes en... perles, la petite perle. C'est ça, vous êtes habillé, pas déguisé en duchesse. J'espère. C'est une descendante de la reine Elisabeth. Exactement, avec les bouffons. Voilà. Je reçois une meringue. C'est ça, vous n'avez juste qu'à faire le salut. Exactement. Voilà, c'est ça, C'est ça. exactement. Bonsoir, chers téléspectateurs. God save the Queen. Bon, on va parler tout à l'heure avec vous d'autre chose. Hein. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle de déguisement. J'avais tenté de me déguiser, même je n'ai pas pu, en roi. En roi. Voilà, c'est ça. Il manque la couronne. La couronne, donc je pense que je le regarde à la fin de l'émission. Avec les voilà. On va écouter un proverbe on devait écouter hier, qu'on n'a pas écouté. Donc j'ai décidé d'en remettre une couche. Eh bien, vous aurez le proverbe du lundi et le mardi. Voilà, donc c'est ça. C'est parti. C'est ma grande révision. Celui qui t'entretient, il te tient. Oui, Il va te contrôler à vie. c'est vrai. La main qui donne est la main qui ordonne. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Si tu tends ta main pour toujours recevoir des cadeaux, ta même main là, doit apprêter ton cerveau à recevoir des ordres. De la part de celui qui donne. Voilà, donc la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Et si ta main est habituée à recevoir des cadeaux, cette même main doit prêter ton cerveau à recevoir des ordres. Ouais, voilà, faut s'appeler Charles Blégoudet. Le maître des proverbes. Ouais, c'est un proverbe. Bon, alors moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut regarder la vidéo. Peut-être après 5 secondes, il y a quelqu'un qui a été dévoilé. C'est le petit challenge du démarrage d'émission. Oui, il y a quelqu'un sur le plateau qui était là-bas. Ah bon? Qui était là-bas. Et je vous promets de regarder la vidéo à le nouveau. plateau, j'ai même pas fait Faites attention. bien attention. Non, c'est peut-être moi, alors. Celui qui t'entretient, il te tient. Écoutez Oui. bien. Il va te contrôler à vie. C'est vrai. Est-ce que c'était moi? La main qui Eh, c'est pas donne Élisée est la Bouloubé. main qui ordonne. Non. La main qui donne, Ah, c'est Brice. c'est la main qui ordonne. Si tu tends ta main pour toujours recevoir des cadeaux, ta vois même ce qu'ils main font là-bas, là? doit apprêter ton cerveau à recevoir des ordres. De la part de celui qui donne. Et voilà. Vous l'avez pas remarqué? Vous pensez Brice, c'est toi. Non, c'était Non, pas moi, non, c'était pas non. Alain, c'était pas Madame Bleu. L'image n'est pas. Oui, non, mais c'était pas à l'image qu'il fallait Ouais. faire attention. Il fallait C'est faire le attention son. au son. Parce que juste avant, Ah, il y a quelqu'un qui parle. non, il y a quelqu'un qui tousse. La personne. Ah, regarde, Daouda. D'ailleurs, est-ce qu'il a payé ses 50 000? Tu as payé les 50 000? Tu dois J'ai 50 entendu 000 quelqu'un dire Daouda. ah, Daouda y était. Il a été trahi. Vu qu'il touche à chaque émission. Ah, d'accord, ok. Vous n'avez pas compris le. 55 000. Non, le problème, c'est que quand je suis chez moi à la maison, je suis au travail, je ne touche jamais. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose ici. Vraiment, je pense qu'il doit être allergique à ce produit-là. C'est ce qui fait que je touche. Certainement. On Voilà. va chercher. Allez, on s'en refait une juste pour le fun. Faites bien attention. Là, maintenant, vous allez réécouter la vidéo différemment. Faites Celui attention. qui t'entretient, il te tient. Oui,
il va te contrôler à vie. C'est vrai. La main qui donne est la main qui ordonne. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Si tu tends ta main pour toujours recevoir des cadeaux, ta même main là, doit apprêter ton cerveau à recevoir des ordres. De la part de celui qui En plus, je l'ai entendu juste là tout à l'heure. En fait, c'était pas prévu, c'est tout à l'heure quand je regardais la vidéo. Je dis, ah tiens, je crois qu'il y a Daouda qui était là-bas. Non, c'est pas moi. Bon, le champion des poèmes, Charles Bégoudé. Qu'on a vu également, vous avez vu l'image de Charles Bégoudé, je pense qu'elle est aussi dans l'eau des cascades, en train de nager, vous avez vu? Dans son village. Dans son village. Oui, oui, Oui. j'ai vu ça. Une partie oui, je sais pas, natation avec ses amis d'enfance dans son village. Ils ont partagé un repas, ils sont allés à la chasse, enfin des choses comme ça. Moi, je pense qu'il est en train de profiter de sa liberté. Très intéressant. Ouais. Après avoir passé du temps avec les bêtes, aujourd'hui, il va à la natation. Après, il va voir ses amis, ils vont manger. Être libre, c'est bien. Donc, faisons en sorte de rester toujours libre. Daouda, Parole d'un grand penseur. on doit toujours compter sur lui pour ça. Des conclusions très spéciales. Bon, aujourd'hui, Mardi Gras dans les écoles. Madame Bleu, je me tourne vers vous, hein, parce que, c'est la seule en général, qui oui, vous êtes la seule femme sur le plateau en ce moment, et surtout, que c'est même que les mamans ont porté un peu l'activité, parce que moi, j'avoue franchement que je me reposais quand je sentais qu'on était en train de chercher où est la calebasse, où est le riz et tout ça. Et je vais dire, présentation de ce concept de Mardi Gras. Bon, déjà, c'est une, Kevin, non, je ne sais pas si c'est la bonne personne, c'est une célébration chrétienne. Oui, elle est chrétienne. Ah, je ne sais pas la bonne Ben personne. voilà. C'est une célébration. J'ai voulu croire. C'est une célébration chrétienne. C'est une célébration le Mardi chrétienne. Gras qui précède le mercredi des Cendres. Exactement. Et ensuite le début du carême chrétien. Le début du carême chrétien. Et c'est une célébration qui permet de pouvoir rentrer donc, dans cette période, on va dire, de restriction, mais en passant par le faste, donc la célébration. On voit que dans d'autres pays, il y a le carnaval. Il y a beaucoup de pays où le carnaval se tient. Donc on fait beaucoup d'excès. Et ensuite, on passe maintenant à la période maigre. Donc aujourd'hui, c'est le jour de tous les excès. Exactement. Ah ouais, et tout pour ça. les enfants, c'est un super jour quand même, parce qu'ils peuvent se déguiser dans les Alors personnages. justement, il y a eu qu'ils aiment. cette nouvelle tendance au déguisement qui a cours en ce moment. On déguise les enfants lors le jour de Mardi Gras. Oui. Dans les écoles. Après, ce n'est pas une obligation. Ah, si, Ce n'est pas une obligation, ça n'a pas été institué par, je pense, par le ministère de l'Éducation nationale. Mais bon, ça existe depuis des années et toutes les écoles maternelles et primaires le font Et même finalement. les adultes aussi le font. Oui, les adultes Parce que aussi. j'ai vu dans les couloirs de Live TV beaucoup habillés, Je pense que c'est Noura Voilà. même du commercial déguisés, qui a gagné habillés. Ah bon, le prix du... Oui, du- apparemment, il y avait une compétition. Oui, il y avait une Du compétition. meilleur déguisement. Ouais, Oui, c'est ça. non. Ah ouais. Et Il y avait- ouais, sympa. et tu pouvais remporter, je sais pas. Une nuitée dans un hôtel de la place. Oui, dans un spa, un truc comme ça. Ah bon? Ah Juste ouais. pour se déguiser? Ouais. Moi, Bon, allez, ça va, je vais me déguiser en bouteille. moi, je préfère plutôt le terme transformation. Transformation. Voilà, c'est mieux parce que Que déguisement. déguiser, Déguisement, c'est un peu péjoratif, Connotation, voilà, et puis c'est un peu négatif. Mais là, les enfants se transforment en policiers ou bien ils se mettent dans la peau d'un policier, d'un pompier, d'un gendarme, etc. Et puis c'est Comme de ça. l'amusement aussi pour eux. Je C'est veux ça. dire, c'est une activité comme tant d'autres pour les éveiller. Ils découvrent certains métiers. Exactement. Pour d'autres, ils découvrent la culture, leur culture. Il y en a qui portent des tenues traditionnelles des régions de leurs parents. D'autres également se déguisent en personnages qu'ils apprécient, se transforment en personnages qu'ils apprécient. ça. On a même vu une petite fille, on a ces enfants-là qui ont porté des tenues Tiens, d'éboueurs. voilà la première Mais dame. voilà, Voilà, en ce la moment, première dame, elle, voilà. en ce moment, C'est la star du jour. C'est la star du jour. hein. C'est la star du On a jour. vu, Après, on a commissaire vu Tétine. commissaire Tétine, mais là, par Je exemple, pense que le règne de commissaire Tétine est terminé. est terminé. Mais elle a changé de vocation, commissaire Tétine. Oui, elle est passée de policière à elle- infirmière. Exactement, Donc il y a à des vocations sage-femme. qui se perdent. Hein. Ouais, c'est Non, ça. mais tu sais, moi, ce qui me Quand plaît... on sait qu'en plus, elle a été reçue par le directeur général. le- Moi, ce qui la me plaît police. dans ce Mardi Gras là, c'est qu'en fait, ça nous démontre en fait que et aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre les religions en fait. Parce que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, tout le monde participe au jeu. C'est un peu comme la Noël.
Parce que tous les enfants doivent y participer et c'est vraiment intéressant. Et ça crée un joli brassage culturel et même au niveau religieux, je pense que c'est très bien. À part les 2 enfants qui ont été chassés parce qu'il paraît qu'ils s'étaient déguisés en combien. En quoi? En combien? En combien? Ils ont confondu avec Halloween. Ouais, peut-être. Le maître a eu peur. On s'est renvoyé à la maison. J'ai vu une photo d'une jeune fille, je crois, de 5-6 ans, qui a porté des vêtements de sa maman, qui est en fait une employée d'une compagnie de nettoyage. C'est ça. Et on lui demande pourquoi elle a choisi de s'habiller ainsi. Elle dit, chaque jour, je vois ma mère porter cette tenue et aller chercher l'argent qui nous permet de nous nourrir. Wow. C'est un bel hommage. Un très bel hommage. C'est un bel hommage, franchement. Ouais. Moi, j'aurais voulu voir, en tout cas, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu la publication, mais franchement, j'ai eu les larmes aux yeux, en fait, parce que c'était vraiment émouvant. C'est un bel hommage. C'est très beau. Et je pense que, comme tu le disais, ça permet aux enfants de s'abouter, en fait, à un métier, à avoir des valeurs, c'est dire, il faut aller plus loin que ça, en fait. Voilà. Maintenant, moi, j'ai 2 remarques. En tant que maman, c'est vrai que j'ai eu à faire donc, des mardis gras, mais je trouvais que c'était oppressant parce que certaines écoles demandent pour certaines écoles des uniformes spécifiques. On ne laisse pas la liberté aux parents de choisir les tenues pour pouvoir transformer leurs enfants. Et aussi le fait que les enfants, ils se baladent sous le soleil. Moi, je voyais quand ils étaient tout petits... marcher dans le quartier, là, sous le soleil, on est en plein mois spécifique pour ça, et on marchait sous le soleil des tout petits. Mais ça fait un peu de sport, Edith, faut pas exagérer quand même. Moi, c'est parce Et qu'il au me bord de la dérange, route et tout, c'est dangereux aussi avec les voitures En même et tout temps, ça. oui, pourquoi ils ne restent pas dans l'école Ouais, pourquoi ils restent pas dans puis organiser l'école des parades dans les Voilà. quartiers? Non, mais- Ça répond à quel Non, besoin? moi, je pense que marcher comme ça, en rien. synergie, en groupe, moi, ça ne me dérange pas. C'est une seule fois dans l'année. Mais moi, ce qui me gêne foncièrement, c'est par exemple, pour revenir à la petite qui a incarné la première dame, Madame Dominique Ouattara. Voilà, moi, j'ai compris, en fait, c'est assez rare pour être signalé et relayé, parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit une petite incarner, se déguiser, en tout cas se transformer en la première dame. Mais par contre, voyant le buzz qu'a suscité sa photo, une page Facebook lui était dédiée. Ah, carrément. Ouais, Ouais. j'ai vu ça. Mais je Maman pense que- Dominique Ouattara Junior, c'est le nom de la page. J'ai Et vu ça. je pense qu'elle a glané 1000 abonnés en 2 heures de temps. Et c'est ce qui, moi, me dérange. Tu vois ce que je veux Mais dire? tu ne dois pas être dérangé, Kevin. Pourquoi? Tu ne dois pas être dérangé parce que pour moi, je pars du principe que déjà, j'ai vu 3 pages Facebook de la même petite. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des gens, des malotrus qui ont décidé, par exemple, de créer des pages? Toi, tu as vu une page, mais moi, j'en ai vu jusqu'à 3. J'ai aussi vu un compte TikTok qui lui a dit. Oui, mais qu'est-ce qui prouve actuellement où nous en sommes? Rien ne prouve que ça vient de ses parents. Et même si ça vient de ses parents, où est le mal? Mais il y a un mal. Les enfants stars, est-ce que c'est maintenant qu'on les voit? On a vu Jordi, on a vu le petit qui a fait Harry Potter. Mais C'est regarde- pas J'ai un juste un crime. bémol pour vous demander comment ont-ils fini? Voilà, comme ils ont fini. Non, mais est-ce qu'ils ont tous mal Bon, ils n'ont fini? pas fini d'ailleurs encore. Non. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Je Non. préfère dire ça comme Moi, ça. je pense qu'aujourd'hui, Oui. Mardi Gras, cette journée-là a été détournée à des fins voraces. À l'époque, moi, quand j'étais encore jeune, je voyais mes petits frères, quand ils se déguisaient, c'était vraiment à des fins festives, c'était ludique, c'était tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que les parents s'enlisent dans une sorte de concurrence. compétition pour justement chercher du buzz, en tout cas mettre de la lumière sur leur enfant, dans le but que ces enfants-là écument tous les plateaux de télévision, des stations de radio, qui par la suite Mais dans le fond, c'est pas pour mauvais, la suite Kevin, forcément. devenir des égéries de marque. Et tout ça, c'est à des fins Non, lucratives. Je est-ce suis que désolé. Kevin ne se sentirait-il pas menacé un peu par ses enfants stars? Un peu quand même. Tu es Parce sérieux? que, non, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu veux, frère? Je sais. Non, tu te sens menacé par ses enfants me stars? sens menacé. Non. Pour sortir le débat de Kevin. fait rire. Voilà, ouais, il pose un problème. Bon, déjà, dans un premier temps, quand on voit le principe, bon, on va point par point. Madame Bleu, elle évoque la parade dans les quartiers. Est-ce que Avec c'est les contrôlé? Est-ce qu'il y a de la voitures, sécurité? oui, Après, il y a le circulation. soleil et tout ça. Après, est-ce que c'est opportun? Bon, on peut en parler. Pour revenir à la présence de ces enfants qui, dans un lot de millions starification. d'enfants, il y a quelques-uns d'ailleurs, Qui tire la plainte du jeu. Oui, mais c'est la qui force par la aussi. particularité de leur... C'est la force aussi des réseaux sociaux parce qu'avant, on n'avait pas autant d'expositions. Maintenant, il suffit qu'un parent poste la photo de son enfant déguisé sur sa page Facebook et que de fil en aiguille, ça fasse le tour des réseaux sociaux parce que peut-être que la tenue a marqué les amis de cette personne et finalement, sachant que
en général, les amis de nos amis ont un réseau étendu, ça se retrouve partout sur la toile. Donc, je pense que les réseaux sociaux aussi jouent un rôle fondamental sur le fait que mais il y a des enfants qui ne passent pas par Mardi Gras, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui sont des égéries. Notamment, on a vu le petit, là, celui qui dansait, là, rien. Pas forcément. C'est pas Mardi Gras. Il y a des jeunes influenceurs comme ça. Je ne sais pas si on peut les appeler les influenceurs. Quand tu as moins de 10 ans, est-ce que tu es influenceuse ou influenceur? Je ne suis pas sûr. Mais oui, parce que si les marques les utilisent pour leur proposer des produits de bébés, comment on utilise par exemple une dinette. Oui, ils sont un peu il y a une petite là que je vois, une petite russe, je pense que vous avez, que je vois sur Cassepage, qui fait des sketchs d'animation, mais avec des produits bien dédiés aussi. Oui, mais moi, mon problème avec Mardi Gras, c'est que, à la base des bases, pour moi, c'est une journée. Voilà quoi. J'ai l'impression que ce que les parents font aujourd'hui, ça dénature totalement l'esprit infantile et unificateur de la chose. Parce que Henri, qui est sur le WAM, me disait aujourd'hui qu'il était dans une école pour faire un reportage, il me l'a confié. Et il y a une petite fille, contrairement à tous les autres élèves de l'école, elle n'était pas déguisée et ils l'ont tout de suite écartée. Elle a été ostracisée. Voilà, ils ont fait une photo de groupe, elle n'était pas sur la photo. Tu vois ce que je veux dire? Alors que normalement, c'est une journée qui est censée rassembler les enfants festifs. Donc moi, c'est ce qui me dérange, l'aspect compétitif de la chose. Je pense qu'il ne faut pas jeter, en fait, en griffe l'opprobre sur les parents forcément. Quelque part, là où je suis d'accord avec toi, je vais dire, est-ce que ce n'est pas le système scolaire même qui fait que cette pression est mise aussi sur les parents? Et c'est le système scolaire aussi qui fait que les parents vont cabotiner à la télé avec leurs enfants. Non, je viens, j'arrive. C'est aussi les médias qui invitent les parents. Voilà, parce que en tant que parent, tu peux dire non, moi j'ai pas envie de... L'idée, en fait, Kevin, c'est qu'à un moment donné, moi, par principe, je me dis, à un certain moment, le ministère de l'Éducation nationale, pour éviter le problème que tu évoquais tout à l'heure, peut dire, bon, OK, cette année, c'est tel thème. Ça fait que dès le début de l'année, chaque parent... Non, il ne faut pas imposer. Mais en même temps, quand vous dites qu'on n'impose pas, à un moment donné, chaque parent est libre d'habiller son enfant. Ce qui est beau, c'est la pluralité de la chose. Ce que Daouda dit, que je souhaite que vous entendiez, c'est que même si le ministère ne l'impose pas, aujourd'hui, les établissements vont jusqu'à imposer des thèmes. Déjà, c'est déjà une pression. Est-ce que tu sais que... Oui, il faut laisser la liberté aux parents. Déjà que ce n'est pas une fête obligatoire, qui est devenue par la force des choses une fête qui s'est instituée dans nos écoles primaires et maternelles. Déjà, il faut retenir que ce n'est pas une fête obligatoire. Mais bon, ça participe à la fête. On démarre le carême dans la foulée et tout. Et les enfants aussi, c'est une manière de pouvoir se distraire. Mais obliger, ça c'est ta proposition, que le ministère propose un déguisement par année, mettre la pression aux parents. On a déjà d'autres chats à fouetter. Sachant que les parents n'ont pas les mêmes sources de revenus. Voilà pourquoi je vais à la proposition, s'il vous plaît. Oui. J'ai compris le diagnostic, on va à la proposition. Pour prendre en compte vos deux avis, on pourrait, par exemple, laisser libre cours aux parents de choisir le déguisement. Mais c'est le but. Mais non, il y a des écoles où il y a des... On impose. Il y a des écoles où justement on impose des déguisements. déguisements. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu une école avec des enfants policiers, des enfants sapeurs-pompiers, des enfants médecins et autres. À un moment donné, quand je parle de est-ce que le ministère ne doit pas l'encadrer, quand je le dis, c'est pour en fait... Ça peut permettre en fait de valoriser nos cultures, nos traditions et autres. Parce que, sincèrement, non, je vais juste chuter dessus. Parce qu'à un certain moment, même certaines écoles même obligent les familles à envoyer de la nourriture. Et souvent, les enfants même ne mangent pas. Je te promets. Non, pour envoyer la nourriture, ça, c'est pas un problème. Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On a compris votre gueule. Non, je pense qu'il n'y a rien qui est imposé. J'ai 15 secondes pour terminer. Ces enfants sont les incarnations de notre société. Quand on voit une jeune fille déguisée en ébouilleuse, c'est-à-dire la profession de sa mère, ce sont des gens qu'on voit dans la rue et à qui on ne dit jamais bonjour, mais qui apportent une contribution importante à notre environnement. Et elle a choisi. Les policiers, les gendarmes, les médecins, etc. Je pense que maintenant, les écoles ont le droit aussi d'organiser tout cela pour ne pas que ce soit non plus, comme on dit, une fête de clowns. Voilà, qu'on dit, bon, écoutez, dans telle école, ce sera les pompiers, parce que j'ai vu d'ailleurs que les écoles ont eu des rendez-vous avec des sapeurs-pompiers. Donc tout cela est quand même organisé. Voilà, moi je pense qu'on n'est pas au temps de l'éducation populaire où l'État doit encore imposer les thèmes à des fêtes populaires. Non, mais en fait, la proposition de Daouda vient aussi dans le fait qu'il faut justement encadrer pour éviter justement tous les débordements. Il y a des parents, vous parlez de l'enfant par exemple, imaginons qu'on leur demande des tenues de pompier. Rassurez-vous, M. Toussaint, trouver une tenue de pompier pour enfants, ça coûte un peu cher. Donc si la personne n'a pas les moyens... trouver des déguisements de Spider-Man. Fluorescent. Pas tant que ça. Mais il y a la petite fille qui l'a pas eu, hein. La petite fille dont Henri parlait tout à l'heure, elle n'a pas eu. Et ça, je pense que certainement l'école a dû demander une cotisation pour pouvoir faire sur mesure des tenues pour les enfants. Donc imaginez un coût supplémentaire pour le parent
qui peut-être dans a ce des contexte difficultés dans ce d'inflation. contexte d'inflation, de vie chère. Bon, c'est bien. L'objectif, il est bien, il est louable parce que là, les enfants, ils sont heureux. Ils ont découvert un corps de métier à l'occasion du Mardi Gras. Mais par exemple, ça peut se faire même en dehors du cadre du Mardi Gras. Découvrir un corps de métier tout au long de l'année, différents corps de métier, pour permettre aux enfants de pouvoir s'imprégner un peu de ce que les adultes font dans le quotidien. Mais obligé, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y en a une qui s'est déguisée en Emmanuel Keïta. Oui, j'ai vu ça. Bon, donc vous voyez que les enfants sont quand même très sensibles à cette nouvelle culture. Hein. Ah, est-ce que la petite connaît vraiment Emmanuel Keïta? Je suis pas sûr. Je pense que c'est la mère. C'est la mère qui est fan, certainement. Arrêtez. Il ne manquait que quelqu'un se déguise en Kevin Aubin. Arrêtez. Tant qu'à faire. Donc la star du jour, c'est la jeune demoiselle. Non, et à juste titre, oui. franchement, à juste Oui, titre. Il y a de l'originalité, c'est un peu comme avec l'époque avec le commissaire Tétine, il y a de l'originalité. C'est ça. Là, elle a son aide de camp, elle a même son aide de camp. C'est original. Voilà, c'est l'originalité qui fait. Mon dernier appel, en fait, concernant ça, parce que finalement, le buzz est autour de la fille, mais je souhaiterais que le buzz parte au niveau de l'aide de camp aussi. Parce que finalement, c'est elle qu'on cherche, mais il faut qu'on puisse penser, parce que c'est elle qui a rendu encore la photo encore plus jolie. C'est le buzz d'une journée, tranquillement. Mais elle a décidé de s'habiller en première dame, parce que la première dame aussi a un code vestimentaire, on voit régulièrement. Donc, tout cela, quand même, c'est quelque chose qui est construit. Moi, je pense que c'est toute la mise en scène qu'il faut saluer. C'est ça. Voilà, parce que Avec l'aide le micro, des camps, le vernis, elle a mis du vernis. Elle a tout fait. Oui, tout ça. J'ai vu quelque part que quelqu'un cherchait le numéro. Mais c'est bon, ils ont fait le contact. Voilà, ils ont fait le contact. Très bien. Le manager de tout ça. Ah bah justement, moi je connais des esprits mesquins qui auraient pu penser que ça a été fait à dessein pour que finalement la première dame mais remarque. Après, ça aurait pu être fait à dessein et puis ça aurait pu ne pas avoir le rayonnement. Voilà, donc c'est ça aussi. Ça aurait pu ne pas marcher. Il faut savoir si d'autres même n'ont pas fait, d'autres personnes. Tu sais que la première dame, il y a une deuxième. Hein? Mais elle est arrivée vers 16h, 17h. Ouais, ça n'a pas pris. Ça vous dit que même s'il y avait des embouteillages, il y a des gens qui ont fait les daoudas, ça n'a pas pris. Allez, j'avance. Je progresse, s'il vous plaît. Avec une autre bonne nouvelle, hein, celle-là pour les taekwondoïnes ivoiriens. Eh bien, il rentre avec des trophées. 13 médailles, dont 3 en or, en Égypte. Spécialiste sport sur le plateau. Il est à la maison, je crois bien. Il est à la maison. Je pense que là... Il nous manque. Je ne suis pas sûr qu'il nous regarde. Non, mais au-delà de tout, hein, je pense que c'est une belle performance quand même pour les athlètes ivoiriens quand même. Ça s'applaudit quand même, oui. Absolument, quand même. Revenir avec 13 médailles. Il y en avait 14 qui étaient présentées, je pense. Voilà, ils sont revenus, ils sont rentrés avec 13 médailles, dont 3 en or. Et à l'extérieur, d'ailleurs, c'était en Égypte. Bravo. Je pense que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo doit être heureux, M. Yassé, qui est par ailleurs maire de la commune de Cocody. Non, mais on en rigole, mais hier, nous avons totalement défouraillé sur ce plateau, tous ici, l'état du foot ivoirien, notamment Brice, qui se réjouissait de la défaite cuisante de la SEC. Oui, mais il faut expliquer aussi au regard des moqueries que j'avais subies lors de la défaite de l'Africa Sport. Oui, c'est vrai. On est rancunier. Ouais. Mais heureusement qu'en Côte d'Ivoire, nous avons justement d'autres disciplines, nous nous sommes dotés d'autres d'athlètes qui sont performants dans d'autres disciplines, heureusement pour nous. Ouais. Et puis, il faut aussi signaler qu'à chaque fois que Ruth Gbagbi et puis Cheikh Cissé partent en compétition, ils font florès. Et je pense qu'il y avait 14 athlètes, comme tu l'as dit. J'espère que la lumière sera aussi mise sur les 12 autres, parce qu'ils le méritent. Parce que tout le temps, on parle de Ruth et de Cheikh, mais là, les 12 autres ont aussi ils ont fait preuve d'une performance remarquable. Bon, c'est vrai qu'ils sont rentrés avec des médailles d'argent, des médailles de bronze, mais l'or quand même sur les 14, sur les 13 médailles, on a eu 3 en or et bon, déjà... c'est bien ça. Mais moi, en fait, pour donner de l'eau à ton moulin, c'est qu'en gros, au-delà même de ceux-là, à un moment donné, je veux dire en Côte d'Ivoire, il ne faut pas seulement mettre la lumière sur le football. Tous les autres sports sont... En fait, ce sont les parents pauvres en fait, du sport en Côte d'Ivoire. Ils sont laissés généralement pour compte, c'est pas intéressant en fait. Donc du coup, non, sérieusement, parce que c'est partout comme ça dans le monde. Non, il y a certains pays où quand même, où tout est quand même. Non, j'ai jamais vu un pays où tous les sports sont au même niveau. Non, mais par exemple, je prends les États-Unis. Oui. Chez nous, quand on regarde de la série, on pense que c'est le basketball. Mais quand tu regardes la finale de Super Bowl, mais c'est autre chose. Ça vous dit qu'ils mettent la lumière sur d'autres sports. Non, mais parce que c'est aussi populaire que le basket là-bas. C'est leur sport. Donc, mais je veux dire.
Est-ce qu'il aujourd'hui, n'y a par pas exemple, un on a budget vu pour ça en Côte d'Ivoire? Non, on a vu par exemple qu'il y a le basket, là, en ce moment, l'équipe de basket draine du monde. On a vu le football, bon, enfin, même le football, même qu'on estimait draine moins de monde maintenant. Chaque sport a son public. Et en fonction des performances aussi, je crois que ça commence à... Ça attire l'attention, ça attire le regard des uns et des autres. Le point de tout ça, c'est vrai qu'il nous rapporte des médailles. Le basket, le taekwondo et bien d'autres disciplines sportives. Mais le point de tout ça, c'est ce qui met la lumière sur eux en même temps. Oui, bien sûr, et d'arriver à avoir suffisamment d'infrastructures sportives pour ces sports, pour renforcer en fait cette mise en lumière. Parce qu'on a le foot, on a des stades, mais il faut permettre également, parce qu'il y a plein de jeunes qui tapent à la porte, qui voudraient rentrer également, apprendre ces types de sports. Sinon, la fédération ivoirienne de golf, suffisamment de compétitions sportives et d'infrastructures sportives, en fait. Je ne sais pas si on connaît un golfeur ivoirien. Voilà, et puis ça si on a des golfeurs ivoiriens. Si, je sais, mais qui a ramené des trophées. C'est aussi fonction de... Après, il faut savoir. Cela dépend aussi de l'intérêt des sponsors. Le football, ce sont des milliards de dollars, voilà, les droits sportifs. Mais si vous diffusez un match de taekwondo à la télévision, êtes-vous certain d'avoir le public qu'il faut et des annonceurs qui viendraient acheter de la publicité? Donc on est dans un monde aujourd'hui où l'économie prime devant la pensée. À l'époque, je sais qu'à l'époque, il y avait par exemple, à la piscine d'État, pardon, à la piscine d'État, il y avait par exemple des compétitions de natation. C'était très suivi à l'époque et tout ça. Bon, en même temps, c'est là que je rejoins un peu Daouda pour dire, bon, peut-être, bon, c'est le chat qui se mord la queue, hein, finalement. Donc les disciplines ont besoin de faire parler d'elles pour bénéficier du regard du public et des sponsors et de la fédération. Mais je crois qu'à l'époque, avec l'OASU, si je ne me trompe pas, il y avait énormément, dès les lycées et collèges, il y avait énormément de compétitions sportives. Donc, ce qui faisait qu'il y avait déjà cette émulation de futures pépites dans ces différents sports, que ce soit la natation, le karaté, le handball et d'autres. Il y avait beaucoup d'émulation grâce à l'OASU. Au tennis, par exemple, on avait un certain Gouin Clément à l'époque. De toute façon, tout le monde en parlait. Mais tu vois, au-delà de tout ça... Là, le seul tennisman que je connais en Côte d'Ivoire, il s'appelle Antiquité. Non, mais au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, à un moment donné, il faut que l'État, le ministère, par le biais du ministère des Sports, puisse injecter de l'argent dans ces sports. Parce que tous ces sports-là, en fait, généralement, sont laissés pour compte. Il faut le dire sincèrement. Parce que c'est facile de dire ça comme ça aussi. L'État, non. Bon, tout terminé. L'État doit juste construire des infrastructures. Maintenant, les clubs sont des associations privées. On ne va pas avoir des clubs d'État encore. Non, pas du tout. Voilà, non, l'idée, c'est pour moi, c'est qu'ils puissent aider les différentes fédérations. Donc, vous imaginez aujourd'hui que l'État décide. Je ne sais pas combien de fédérations sportives on a en Côte d'Ivoire, et l'État décidera, par exemple, de donner 500 millions à chacune des fédérations pour l'aider à se mettre en place. Pourquoi? C'est un peu votre idée. Oui. Mais attends, non, mais je veux dire, il y a des disciplines qui sont beaucoup plus attrayantes que d'autres. Comme Alain l'a dit, c'est pas parce que l'État décide justement d'injecter de l'argent, beaucoup d'argent dans le taekwondo, que le public va s'y intéresser. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, pour moi, je trouve qu'après, il y a un peu d'hypocrisie. Quand ces mêmes sportifs, on a vu ici, comment elle s'appelle, Muriel Auré, qui a trimé seule, mais c'est quand elle a commencé à glaner des choses à l'extérieur, une fois, deux fois, qu'on a commencé à la recevoir un peu. Pour moi, c'est ça, en fait. Aidons-les d'abord pendant qu'ils sont ici, parce que quand ils vont concourir à l'extérieur, c'est le drapeau orange-blanc qui flotte. Mais Muriel, comment est-ce qu'on aurait pu la détecter? Elle était aux États-Unis. Mais après, elle est venue ici trimer. Hein. Mais quand l'État devait faire, l'État a fait. Oui, quand elle a gagné. Non, l'État a fait au bon moment. Non, mais je sais qu'à un moment donné, même lorsqu'elle brillait, et ça on avait parlé à un moment donné, même lorsqu'elle brillait, elle trimait, et ça c'était en off, mais elle trimait à trouver du financement pour ses entraînements. C'est ça. Heureusement qu'elle avait le soutien de ses amis, mais elle trimait à trouver du financement pour son entraînement. On a même déjà fait certaines publications pour essayer d'attirer l'attention sur elle et tout. Alors, on va prendre en compte le cri de cœur, certainement. Si tu me permets de terminer. 15 secondes, je oui, c'est clair que ces disciplines sportives ne peuvent pas avoir le même financement que le foot. Mais un financement qui leur permettrait déjà de pouvoir mieux s'entraîner, de pouvoir avoir les équipements, et ensuite de continuer à faire briller l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais les financements sont là. Ouais. Mais si vous demandez à la fédération de taekwondo combien il y a de membres de leur fédération... Non, pas uniquement de taekwondo. Non, mais je donne un exemple. C'est-à-dire, déjà, il faut avoir la base de données. Si vous allez voir un opérateur téléphonique pour dire, écoutez, moi, j'ai par exemple 10 000 membres, j'ai besoin de financement.
peut-être que l'entreprise y trouverait un intérêt. Mais déjà, il faut que ces clubs même commencent, ou ces fédérations commencent déjà à se structurer avant d'attendre l'argent de l'État. Je conclue sur le point en disant que l'État, c'est vrai, ne peut pas tout faire, mais l'État aussi a besoin d'entendre les voix des fédérations, des structures qui ont besoin d'être soutenues pour pouvoir mettre en place des athlètes performants, pour pouvoir présenter des athlètes performants et porter haut les couleurs de Côte d'Ivoire. Allez, on a fait le tour. En tout cas, mieux que la SEC. Voilà, mieux que la SEC. Laissez la SEC tranquille, s'il vous plaît. On va la pub. Laissez la... Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame Bleu, en jaune, de Kevin Aubin en violet, qui m'a dit que c'était la couleur du Vatican, de Monsieur Alain Toussaint, sorti de la caserne. Exactement, et de Daouda qui est déguisé en ministre. Qu'est-ce que tu veux? On met les idées en ordre. Ministre décontracté. Un ministre décontracté, oui. Ça fait du ministre Mamadi. Exactement. C'est pas loin tout ça. Bon, les amis, on évoque la question de la sécurité routière. La commission technique spéciale du retrait et des suspensions de permis de conduire le jeudi dernier, donc à la Tour au plateau, a suspendu 41 permis de conduire. Et bien cette sanction qui intervient après audition de 45 chauffeurs interpellés, dont 4 en conduite d'état d'ivresse, s'inscrit dans la lutte contre l'incivisme routier. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Non? Ah non, mais c'est bien. Ah, mais d'accord, je pensais être le seul à partager cet enthousiasme. Non, mais c'est bien. Je pense que justement, ces contrevenants seront des exemples. Et puis, justement, d'autres personnes se diront, bah, si justement je me comporte comme je ne devrais pas le faire, bah, je pourrais aussi écoper de ces amendes-là. Du retrait des permis. Exactement. Alors, parmi les 41 chauffeurs, 33 ont vu leur permis retiré de manière ferme, mais 4 pour une période au-dessus de 10 ans. Les chauffeurs ont failli pour non-respect de feux tricolores. Tiens donc. Excès de vitesse, état défectueux du véhicule, conduite en état d'ivresse, manœuvre imprudente, défaut de maîtrise, non-respect de la distance de sécurité, non-respect de panneaux de mise en danger et mise en danger d'autrui. Donc, ça veut dire que ce sont des récidivistes, parce que je ne pense pas que ça soit... certainement que ça a été répétitif. Ben oui, parce que le non-respect d'un feu tricolore, oui, parce que c'est vrai que c'est dangereux. même l'état défectueux du véhicule, ça m'interpelle. On se plaint... Ah, ça qu'on va retirer beaucoup de permis au On se plaint des Gbaka et des Wawara et certains véhicules de particuliers. Mais c'est intéressant de voir que ça fait également partie des raisons pour lesquelles les permis ont été retirés. À moins que la seule personne ait en elle accumulé tout ça. C'est-à-dire elle a un permis, elle a un véhicule défectueux, conduit en état d'ivresse, elle ne respecte pas les feux tricolores, tout ça. On dit, bon, toi, quand même, le full package. Ça fait beaucoup. Le full package, exactement. Madame Bleu. Je pense que la commission aurait pu publier la liste des personnes dont les permis sont suspendus. Non, il faut protéger la qualité personnelle. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut communiquer sur ce type d'incivisme des gens qui sont potentiellement dangereux pour la sécurité des autres et pour la leur. Est-ce que vous avez la liste de tous les détenus de la MACA, par exemple, pour savoir quels sont En tout cas, si vous demandez au régisseur, il a... Mais on ne va pas la publier quand même. Mais oui, non, mais là, c'est une question quand même qui ne relève pas de la vie privée. Voilà, vous avez conduit en état d'ivresse, ça fait l'objet d'un compte-rendu dans un journal. Tout le monde sait qu'on vous a arrêté, on vous a arrêté le permis parce que vous conduisez en état d'ivresse. Ouais. Voilà. Mais allez, tu sais qu'aux États-Unis, il y a des gens... Oui, mais aux États-Unis, bon, par exemple, là-bas, quand vous commettez un délit, on vous met à un feu tricolore. Vous avez un fichier même. Et puis, vous avez un panneau pour dire, par exemple, j'ai volé dans un magasin ou bien j'ai fait ceci ou cela. Alors, mais tu sais, aujourd'hui, ceux dont je voulais parler... Ceux qui ont volé aux États-Unis ont un panneau. Non, pas tous. Non, aux États-Unis, quand tu es arrêté par la police... Quand tu es arrêté par la police, dès qu'on te prend une photo, il y a un fichier global qui existe où tous ceux qui ont été arrêtés par la police, leur nom est dedans. Mais ça, c'est pour les policiers. Oui, mais le problème, c'est que c'est dans le domaine public. Tout le monde peut y avoir accès. Malheureusement, pour dire qu'on ne devrait pas publier, c'est qu'il y a des gens qui sont innocents, mais comme ils ont été arrêtés au départ pour nécessité d'enquête, leurs photos s'y retrouvent encore. Non, mais là, ils ne sont pas innocents, on leur retire le permis. Donc, dès lors qu'on vous retire le permis... C'est déjà une sanction lourde. Oui, mais il faut qu'on sache, parce que, qu'à la famille, admettons, le chauffeur à qui on retire le permis, qui demain se retrouve au volant d'une voiture, qu'est-ce que vous allez répondre quand il est auteur d'un accident? Oui, non, mais je suis certain que dans les 41, excusez-moi, je ne les connais pas, donc je n'ai rien contre eux. Bon, alors, si vous les connaissez, allons-y, si vous les connaissez, que feriez-vous? Non, mais je alors, vous allez aller chercher M. Konaté tous les jours dans la circulation? C'est vous, M. Konaté? Non, alors d'accord. Il n'est pas impossible que parmi ces 41, on en trouve quelques-uns qui soient même en train de conduire une voiture. Donc, à un moment donné aussi, il faut sensibiliser. C'est-à-dire que la sanction ne doit pas se faire à moitié. Dans la circulation, juste parce qu'on a mis leur nom. Non, leurs amis on ne sait pas si la personne qui est en train de conduire... Non, moi, je ne rejoins pas. On va sortir de la science-fiction. Oui, moi, je ne rejoins pas Alliance sur ce point parce que moi, je suis un partisan du principe de la seconde chance. Je veux dire, quelqu'un peut commettre une erreur aussi grave soit-elle, et puis... Je veux dire se racheter, faire peau neuve et puis se remettre justement sur le droit chemin. En plus,
pour terminer, je pense que, bon, il y a un casier judiciaire pour ça. Ton casier judiciaire est déjà entaché. Donc, je veux dire, ça peut avoir des répercussions sur ta vie de tous les jours. Non, mais du permis, je pense Est-ce que ça passe par que le c'est casier inscrit? Je ne sais pas ici comment ça se passe, mais en France, Oui, en France, tu vas au quand tribunal. il y a une infraction de la route, ton casier judiciaire est entaché. Entaché. Voilà. Donc, je pense que voilà, l'opinion publique n'a pas besoin de savoir que j'ai commis une infraction routière. Enfin, voilà. Encore qu'il y a la possibilité pour certains de faire appel. De faire appel et de pouvoir retrouver après une période le permis qui a été retiré. Mais en fait, au-delà, Mais après, ça va venir. Je vais plus loin dans l'idée. Au-delà de cette sensibilisation, moi, en fait, ceux que j'aimerais sensibiliser, ce sont mes amis surtout. Parce qu'il est important que... Tes amis? Oui, il a des amis. J'ai des amis très dans les proches. forces de police. Je n'ai pas dit ça encore, mais ce sont mes amis. On va voir la Oui, suite. oui. La Parce suite nous dira. qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la circulation, souvent, il y a certains de ces amis-là qui sont encore dans la corruption. Donc, il faut tirer la corruption de cela. C'est notre Pour qu'on palabre puisse... laquelle. Arrêtez de Oui, stigmatiser non, sur la police. je termine, La je corruption termine. en Côte C'est-à-dire d'Ivoire, des c'est gens pas se que la comportent comme police. ils ne devraient pas. Non. Et on est en Si train vous de me dire que parce que certains policiers sont... Mais faut Non, qu'on je arrête, dis en fait. aujourd'hui, ce que je veux dire, pour qu'on puisse mieux se comprendre, on aurait pu avoir plus de 41 personnes s'il n'y avait pas ça en fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, ça existe. On voit des gens qui grillent des feux, qui font des mauvais chevauchements. Ce n'est pas l'apanage de la police j'ai pas dit ça, c'est nationale l'apanage- ivoirienne. non. Partout dans le Il faut monde, il y a enlever- des policiers véreux. Il faut enlever la Oui, mais corruption partout. Daouda, vous parlez de la corruption, mais il y a aussi qu'on ne puisse pas avoir, par exemple, un policier à chaque feu. Il y a par exemple aussi... Aujourd'hui, il y en a pratiquement à chaque Puis le fois. civisme, le Non, respect quand même il y des a lois. le civisme, il y a Le bon respect. sens. Et puis il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles. Bon, il ne faut pas tout de suite estimer que Oui, mais on n'arrive pas à il faut avoir... regarder je parce que- vais répondre à Daouda. Je pense que le chiffre qui t'inquiète, que tu trouves bas, va certainement augmenter, donc doubler ou tripler. À partir du 1er mars, on sait Oui, que avec le permis à point ouais. sera institué. On a la vidéo-verbalisation qui a démarré donc, depuis l'année dernière. Les policiers et les gendarmes également sont en train de sensibiliser pour que les véhicules qui ont des plaques d'immatriculation où le code barre est effacé puissent se mettre en règle pour pouvoir être flashés facilement par les caméras. Donc je pense qu'avec la digitalisation, Ça va se mettre et en le place. fait qu'on a accès à toutes ces données en temps réel, que vous recevez vos infractions par SMS, vous n'allez pas y échapper. En Parce fait. qu'on Donc parlait ce juste nombre peut corruption de la police, tripler. les autres sur la table. Merci Madame Bleu, vous êtes adorable. Toujours. Les autres disent par exemple qu'il faut aller au-delà. Madame Bleu évoquait les différentes techniques donc, que la police met en place pour pouvoir mettre la main sur les contrevenants. Mais après, vous imaginez bien que certains éléments de la police trouvent des véhicules mais extraordinairement défaillants, défectueux, mais qui ont par exemple une carte Une grise visite en bonne- technique. Donc ça, c'est pas la police. La corruption est à un autre niveau. Oui, c'est la plus... En Donc fait, quand vous en parlez, C'est ceux qui on décident. va justement, juste évoquer non, mais justement, un seul, non, je sais que en disant ça, je veux dire, cette corruption-là, c'est à plusieurs échelles. Donc, il faut l'enlever dedans. Tant qu'on va laisser la corruption dedans, on va toujours voir des badjans avec des immatriculations encore, avec le chiffre A, le chiffre E dans la circulation. C'est pas des badges. C'est les quarts d'avant. là. D'avant de 1960, Non, je savais pas. qui jusqu'à présent roulent encore. D'accord. Tu vois? Oui, mais ça, je veux dire, quand le badjan est mis dans la circulation, le policier n'a rien à y voir. Il Ouais, arrête c'est parce Donc, qu'il estime c'est- que- c'est au les niveau services de là où on techniques, fait la voilà, visite tout simplement, technique, les services ceux qui font la techniques. corruption là-bas, il faut regarder là-bas. Donc c'est le lieu en fait pour moi, hein, pour le ministère du Transport, de regarder là-bas, d'être plus C'est pointueux, là où tu devais le en ministère venir, de en fait, le l'Intérieur, ministère du de Transport. taper du poing Voilà. sur la table. Parce que c'est vrai, c'était un joke, c'était pour rigoler en disant mes amis, mais je vais plus loin en fait, parce que la corruption, c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas leur apanage, c'est tout un système. Et tant qu'on ne va pas retirer, ça sera seulement 41 personnes. Alors, c'était Daouda qui a été repêché, c'est le cas de le dire. Parce qu'il allait en eau profonde, là, on a dû le ramener. Non, Sur la berge. sur la berge. Exactement. Avec quel cadre? Avec quel cadre? Tes amis t'écoutent chaque soir. Oh, bon. Ah Oui. oui, bien sûr. Bon, la dernière fois, ils m'ont pris bizarrement. Bon, rapidement, hein, puisqu'on est en train de parler de police, donc on va basculer. Je vais faire une petite transition, un petit pont pour évoquer la question donc, de la visite du ministre français des Armées, donc Monsieur Lecornu, Sébastien Lecornu, qui d'ailleurs qui est en Côte d'Ivoire, ça fait 2 fois, en moins d'1 an, qui fait 2 visites en Côte d'Ivoire. Et on a entendu comme ça, entre 2 indiscrétions, qu'éventuellement les effectifs militaires français pourraient être réduits en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en train d'obtenir en Côte d'Ivoire une armée de métier, une armée comme il faut. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas,
quand on voit tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour l'armée, notamment pour lutter contre le terrorisme qui est pratiquement à nos portes, ils ont été formés à, je ne sais pas c'est où ça même, dans l'opération Betrabé. Voilà, après ils ont été équipés, franchement, comme le ministre des Armées français le disait, franchement, nous avons une armée forte, une armée qui peut nous défendre, parce qu'on l'a vu ici lors des attentats de Bassam, on n'a pas eu besoin d'une force extérieure pour lutter contre ces terroristes et de les prendre, ou même, bon, voilà. Alors donc déjà, il faut rappeler que l'effectif de l'armée française en Côte d'Ivoire... Sont 900 ? Oui, autour d'un millier de... Autour d'un millier, et aujourd'hui, il voudrait beaucoup plus se réorganiser dans le renseignement, dans la formation. C'est ça. Il a affirmé que l'armée de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans. Et puis ses propos ont été adoubés par son homologue, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Le but, c'est d'aboutir à une autonomie de l'armée ivoirienne, une indépendance profonde. Donc, je pense que c'est bien. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, il y aura des formations. Il a parlé de formation de pilotes, de mécaniciens. Donc, voilà, c'est bien. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, hein, les conditions de vie des militaires, parce que tout ça, c'est bien. Si dans les casernes, les équipes... Non, je parle déjà des conditions globalement de vie. Est-ce que les casernes sont aux normes? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut comme élément pour avoir un lieu de vie bien, hein, je vais faire court pour nos militaires. Ensuite, on va parler de l'équipement, parce que par exemple, au niveau de l'armée burkinabé, les hommes sont là, la motivation est là, mais ils n'ont pas d'équipement. Si vous voulez qu'on aille combattre le terrorisme, avec quoi? Donc là également, je pense qu'il y a de grands efforts qui sont faits donc, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis même en ce moment, notre armée de moyens. Je pense qu'il y a une vraie bonne relation bilatérale entre nos deux pays. On a vu récemment le président Alassane Ouattara qui s'est rendu à l'Élysée avec sa femme. Et on a vu les deux couples, une vraie empreinte. Voilà, ils s'adoraient. Donc je pense que si dans un monde parallèle apocalyptique, la Côte d'Ivoire venait à rencontrer des individus nocifs, la France pourrait ramener ceux qui sont partis là. Donc, non, mais ou qui partiront. Bon, je pense tant que les relations sont bonnes. On est dans une bonne dynamique, en tout cas en ce qui concerne l'armée ivoirienne, parce que du temps du président Houphouët, l'ex-colonisateur avait expliqué au président Houphouët que la France allait assurer sa sécurité, d'où la présence de la base militaire, même après notre indépendance. Et pendant 3 décennies, on n'a pas suffisamment investi dans l'armée en termes de formation, d'équipement et même de structuration. Et puis est arrivé le coup d'État de 99 avec tout le bazar qu'on a eu, hein, avec des militaires qui n'ont pas toujours eu la bonne attitude. Et puis malheureusement, la rébellion. Donc pendant 10 ans, donc, depuis 2011-2012, il y a quand même un redimensionnement qui a été mis en place par le régime Ouattara, qui permet d'outiller d'une façon qui permet quand même à notre armée de répondre aux nouveaux défis, notamment sécuritaires, à la fois sécurité intérieure, parce que la menace n'est pas toujours à l'extérieur d'abord. C'est d'abord chez nous, avec les menaces potentielles, etc. Et puis maintenant, il y a eu le contexte djihadiste qui amène aujourd'hui le pays à devoir coopérer et avec les voisins et avec une puissance comme la France en termes de renseignement. Le ministre Lecornu a indiqué qu'il allait réarticuler la présence militaire française en Afrique et peut-être même revoir à la baisse le nombre de soldats français qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que ça, c'est... Et puis parce que aussi, ce sont des coûts. Entretenir une armée à l'étranger, même si c'est pour défendre, je veux dire, les intérêts du pays qui nous accueille et aussi nos propres intérêts, ça a un coût. Le contribuable français est de plus en plus regardant sur ces dépenses qui sont faites à l'extérieur dans un contexte de crise sociopolitique, de guerre également, et également d'inflation. Donc il y a tous ces éléments aussi à prendre en compte. Et bien sûr, même si une partie de ces effectifs se retire, bien sûr, il y aura toujours le lien business qui sera maintenu puisqu'ils veulent pouvoir réussir à entretenir une relation beaucoup plus étroite avec des industriels français qui sont spécialisés dans les équipements militaires et pouvoir vendre donc tout ce qui est armement, tout ce qui est hélicoptère, artillerie, drone et tout ça à la Côte d'Ivoire. On a vu comment la Côte d'Ivoire aussi était finalement fière. Ça s'est fait depuis de nombreuses années pendant les fêtes d'indépendance. Mais j'ai trouvé que le dernier défilé, la dernière parade
Ayam Sokro quand même revêtait une certaine sorte de fierté de pouvoir afficher et présenter cette armée qui a beaucoup plus de matériel, qui est très bien équipée. Et on sentait quand même la fierté des autorités de pouvoir faire cette démonstration de force. Oui, tout ça c'est bien, mais bon, un peu de jet quand même pour les soldats, un peu plus de jet. C'est vrai qu'il y a une loi de programmation militaire, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et puis même la doctrine militaire, c'est-à-dire même la vision, la pensée. Voilà le rôle que l'armée joue dans le développement du pays. Il ne faut pas être une puissance économique si vous n'avez pas une armée à même de protéger vos intérêts et surtout vos populations. Donc je pense que le devant de pair. Il y a aussi une nouvelle mission. L'armée aujourd'hui est engagée dans la lutte contre le terrorisme. Forcément, parce que nous sommes au cœur quand même d'une région qui elle-même est soumise à ces menaces. Oui, on est dans l'œil du cyclone. 6 000 soldats français vraiment devaient être ceux qui devaient nous sauver. On sait que nous, on avait un problème avant. Quand même, non, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, on avait quand même un problème avec notre armée. Aujourd'hui, on peut vraiment dire bravo parce que après les différents mutineries qu'il y a eu lieu à Boaké, après au niveau d'Adiaké, je pense que le président a pris le taureau par les cornes en mettant ces militaires-là à l'aise. Aujourd'hui, là, franchement, pour se plaindre dans les rangs de la Grande Muette, c'est quand même difficile. J'ai vu qu'il y a beaucoup de visites quand même du ministre de la Défense, donc au niveau des casernes, pour parler aux militaires, pour essayer de prendre à bras le corps les difficultés que ceux-ci rencontrent. Même avant lui, quand Père à son âme, Ahmed Bakayoko avait institué une série de visites, on appelle ça de rapprochement avec ces militaires-là, de footing, pour créer la cohésion au sein même de l'armée et avec la population. Franchement, c'est très bien. Depuis lors même, ils sont vraiment dans les bons petits... Mais en tout cas, s'il y a une personne que... Et puis, je vais dire globalement, je pense que cette démarche du ministre français fait partie de ce que la France et les pays africains ont décidé de mettre en place comme un nouveau type de relation de coopération. Pour dire, bon, ça y est, on est là, vous avez un peu moins de personnes, ça prouve qu'on commence à vous laisser faire les choses, on vous regarde. Vous êtes de plus en plus autonome, on peut lâcher du lest. Exact. Nous, pas forcément, nous, on a réclamé, non, mais ça y est, on peut se défendre. On est de grands enfants. Allez, on est de grands enfants, si vous voulez dire ça comme ça, je vous le concède. S'il y a une personne, en tout cas, à qui ce départ, en tout cas cette réduction d'effectifs militaires, eh bien, fera plaisir, eh bien, c'est Alpha Blondy, parce qu'à l'époque, il a chanté ça. Comme les artistes sont les historiens du présent. Ça, exactement. Et sa chanson est toujours d'actualité. Exactement. Voilà. Donc au Burkina, je pense qu'on jouerait cette chanson à la radio, qu'elle serait vraiment d'actualité. Et dans d'autres pays également, Centrafrique, Mali et autres. Voilà. Bon, ils ont même envie de dire aussi Alpha Blondy, reste chez toi. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour souhaiter un prompt établissement au Jagger, donc en ce moment, qui se repose. Repos forcé. Voilà, exactement, pour ses cordes vocales. Voilà, ça c'est pour le grand frère, Jagger. Les amis, notre grande actu pour la suite, je crois que ça va vous intéresser. Eh bien, c'est le ministre de la Santé, lui qui s'inquiète. Hein, on parle à mes Français d'aller présent, mais on a envie de dire aux médecins ivoiriens, attention, ne vous en allez pas, on a besoin de vous sur place. Il est inquiet de l'immigration des agents de santé ivoiriens vers le Canada. Qu'est-ce qui se passe, Madame Bleu? Au Canada? Non, je te taquine. Je comprends. Je suis humoriste, donc je sais. Non, je te taquine. Vraiment, c'est une vraie préoccupation du ministère de la Santé de savoir que des agents de santé émigrent en masse donc, vers ce pays. On voit qu'il y a énormément de programmes, on parle de Immigration Canada et bien d'autres qui incitent des personnes qualifiées, donc des profils qualifiés à pouvoir émigrer. Et surtout, dans ce pays et dans ces pays d'Amérique du Nord, il y a un réel besoin de compétences dans le domaine de la santé. Et forcément, l'hémorragie se fait de plus en plus dans nos pays, malheureusement. Et ce n'est pas uniquement dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de la recherche scientifique, également dans le domaine de l'éducation. Il y a énormément de profils, de cerveaux qui partent à l'étranger, notamment comme le Canada. Je vous donne les chiffres. Le ministre de la Santé, donc Pierre Demba, donc, il a à ce propos, ce qui déclenche donc le sujet sur notre plateau, c'est qu'il exigeait la liste des professionnels en situation d'émigrer. Le représentant du gouvernement a en effet constaté une forte immigration des agents de santé ivoiriens vers le Canada. Entre 10 000 et 15 000 Ivoiriens émigrent chaque année.
Et donc, dans une note, le ministère indiquait donc à l'intention de ses services, donc il a attiré l'attention sur la forte immigration des agents de santé ivoiriens vers les pays du Nord et notamment le Canada. Il a demandé leur nom, mais c'est pour augmenter leur salaire avec leur nom, je sais pas. Non, je pense pas, je pense pas. Ils y sont déjà, je crois. Vous êtes en forme ce soir, Madame Bleu. Ils sont déjà partis, mais demander leur nom, c'est pour non, sûrement c'est demander pour à l'État retirer, du Canada. c'est pour retirer leur nom de la liste peut-être des agents ici parce que... Mais s'il est informé, c'est qu'il connaît déjà ses s'il a la liste complète, au moins on peut les retirer des effectifs. Ça, au moins, c'est le premier cas. Mais déjà, le listing permet de connaître le nom, voilà, d'avoir un peu plus d'informations. Et puis, sait-on jamais, si moi, je suis le ministre de la Santé, que j'en ai la possibilité, j'irai faire une opération de séduction vers ces personnes pour leur demander, par exemple, de revenir du lobbying inversé. Voilà, pourquoi pas. Mais, vas-y, allez-y. Bon, je pense que c'est une situation vraiment qui est regrettable et inquiétante. C'est la fuite des cerveaux. On parle de matières premières. Mais la première matière, l'essentiel, c'est la matière... Le capital humain. Voilà, le capital humain. Je vais vous poser une petite question insidieuse, c'est pourquoi? Ben justement, ici, quand on débute la carrière de médecin, le salaire est aujourd'hui autour de 600 000 francs CFA, c'est-à-dire à peine 1 millier de dollars canadiens. En fin de carrière, vous allez peut-être percevoir au maximum 900 000 ou 1 million de francs CFA. Ah ouais? Au Canada, le salaire moyen d'un médecin est entre 85 000 dollars par an et 400 000 dollars. Donc calculez, ce sont des dizaines de milliers, de millions de francs que ces personnes reçoivent. Là, vous avez fait un calcul un peu tendancieux. Non, ce n'est pas tendancieux. Il a présenté la situation du mois, donc mensuel, et de l'autre côté, c'était à l'année. Oui, mais je peux le mettre à l'année. En Côte d'Ivoire, ça fait 7 200 000 quand vous êtes en début de carrière. Et en fin de carrière, vous êtes autour de 12 millions par an, ce qui est sans commune mesure avec ce que percevrait un médecin là-bas. Maintenant, ceux qui sont allés au Canada, ils ont peut-être quitté leur fonction déjà parce qu'ils ont demandé une mise en disponibilité qui peut être de 1 an plus 1, donc 2 ans maximum. Et quand vous ne revenez pas après ces 2 années, vous êtes radié des effectifs. Mais en même temps, le ministre, à travers son communiqué, montre bien le désarroi et l'incapacité qu'on a à faire de la planification. Comment est-ce qu'on peut laisser partir plusieurs milliers de médecins quand ça coûtait des dizaines de millions à l'État pour les former? Quand vous formez un médecin, c'est 7 années plus 1 année de spécialisation pour finir généraliste. Quand vous faites 4 années supplémentaires, vous êtes un médecin spécialiste. Les internes des hôpitaux, encore davantage d'années. Donc, à un moment donné, il faut aussi regarder comment les choses ne marchent pas et produire ce type de résultats. Aujourd'hui, c'est l'Afrique encore qui va envoyer ses meilleurs cerveaux, ses meilleurs bras à l'Occident après avoir subi la colonisation, la traite des Noirs, l'esclavage, etc. Voilà, je crois que ce communiqué, c'est quand même un aveu d'impuissance et je pense que le ministre de la Santé et ses équipes devraient rendre compte quand même au gouvernement. Comment est-ce qu'on gère les ressources humaines de la santé? Comment se fait-il qu'on a des milliers de médecins ivoiriens qui ont quitté le territoire sans qu'on puisse savoir exactement les raisons? Est-ce que vous ne pensez pas que le mal est plus profond? Est-ce qu'il ne va pas au-delà du ministère de la Santé? Moi, je pense qu'il va au-delà même du ministère de la Santé. Et je pense que ce n'est pas un problème qui est inhérent à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que, allons plus loin. Le Canada, c'est un pays qui est un pays d'immigration. Quand on sait que là-bas, la population même, elle est vieillissante, comment on appelle ça? Donc, du coup, ils ont besoin de main-d'œuvre pour... Il n'y a pas que le Canada. Hein, oui, mais c'est ça. Oui, je veux dire, les agents médicaux qui désertent la Côte d'Ivoire pour aller travailler en Occident, ils n'y vont pas. Il ne s'agit pas que de voir la neige. Si la neige remplissait les comptes en banque, ça se saurait. Et comme Alain l'a dit, c'est vraiment que pour des raisons pécuniaires. Au Canada, l'agent de santé moyen, je ne te parle même pas de médecin, d'un infirmier lambda, il touche 33 $ par heure. Sur le mois, ça lui fait plus de 4 000 $ à raison de 2 600 000 francs. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est 5 ou 6 fois moins. Donc oui, c'est pour ça qu'il part. En février dernier, en France, en 2021, il y a un nouveau titre de séjour qui a été mis en place parce qu'en France aussi, on manque cruellement d'agents de santé. C'est le titre de séjour talent médical. Ça s'appelle titre de séjour talent médical. Et crois-moi que les gens quittent l'Afrique pour y aller. Oui. Voilà. Parce que la situation n'est pas rose ici. Les Ivoiriens, c'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. C'est tous les pays d'Afrique. Et ils viennent piocher. Laouda, le fait de dire que ce n'est pas seulement chez nous, moi je pense que c'est trop facile. Ce n'est pas parce que ça se passe chez le voisin que nous allons accepter. Le problème de base, c'est quoi? C'est le salaire.
quand vous avez, la dernière fois on disait le SMIC a été révalorisé, mais désormais c'est 75 000 francs. Mais quand vous avez un taux d'inflation qui est proche de 6%, ça veut dire finalement que le gars il gagne rien. Le 25% oui, parce que là, le taux de façon bas, voilà, exactement. Donc l'idée c'est de se battre de sorte à ce qu'on puisse avoir de très bons salaires. Le problème c'est que... De meilleures conditions, je ne veux pas que le salaire, parce qu'il y a des moments, on parlait tout à l'heure, les conditions globalement. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Moi, ce que je vous propose, au regard de comment le sujet peut être intéressant, on va même permettre à un téléspectateur de nous appeler, sait-on jamais. Je regarde le truc, on marque une pause et on revient derrière. Hein? Calmez-vous, n'allez pas ailleurs, restez ici. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Daouda, avec Edith, Alain et Kevin. Nous abordons, pour ceux qui nous prennent en marche, nous abordons la question de la fuite de nos cerveaux. Hein, de nos médecins. De nos médecins particulièrement. Pas que des médecins, des informaticiens, des ingénieurs. Ce qui nous donne le prétexte pour parler de l'information, là, c'est la note du ministère de la Santé. Voilà, donc on parlait du facteur premier qui est comment on appelle ça, le salaire. Les conditions. La cherté de la vie, etc. On voit bien qu'ils auront du mal quand même à s'en sortir. Ensuite, il y a l'organisation même des services de ce secteur-là. Je prends l'exemple du CHU de Yopougon. Lorsqu'il a été fermé pour les travaux de rénovation, les médecins qui étaient là-bas ont été déployés un peu partout. Certains même se sont retrouvés dans des structures sanitaires d'un niveau moindre. Alors forcément, ça ne les encourage pas à rester. Et je suis certain que dans les milliers de personnes qu'on indique, il y a certainement des gens de Yopougon qui sont partis parce que quelque part, c'est comme si on leur déniait cette compétence, cette qualité à être des médecins d'un certain niveau. Maintenant, le troisième point, on en a parlé tout à l'heure, la planification. Voilà. Ceux qui sont dans les écoles, là, ceux qui font les études de médecine, est-ce qu'on a besoin d'orthodontistes ou bien de gynécos, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État est en mesure de nous dire, à l'horizon 2030, de combien de médecins spécialistes aurons-nous besoin? Donc, il y a quand même cet environnement qui est un environnement global qui incite ces gens à aller partir. Mais là, on a des médecins, mais on n'a pas de structure sanitaire pour les accueillir. Non, je pense que... C'est ça? Non, je ne pense pas que c'est ce qu'il dit. Non, c'est parce que... Non, mais je veux dire, il y a ça aussi. Oui. Parce que... la question des structures sanitaires. Non, il suffit qu'on ferme le CHU de Yopougon, par exemple, qu'on se dise qu'on se retrouve avec des gens... qui sont payés par l'État, qui ne travaillent pas, qui sont sur le budget de la fonction publique, mais qui sont dans des cliniques privées. Vous voyez comment on peut perdre autant d'argent? Parce que moi, je veux dire, au-delà de tout, comme je le disais avant qu'on ne parte à la pause, le Canada est un pays d'immigration. Et si vous regardez très bien, d'après les chiffres, c'est pratiquement 50 à 60 000 personnes qu'ils accueillent à cause de la fermeture des frontières. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à partir. Il y a très longtemps que les gens vont. Il y a très très longtemps. Et ça partait à petite dose. Mais comme il y a eu Covid, ils ont ouvert, donc finalement, on voit 15 000 tout d'un coup. 10 000 à 15 000 tout d'un coup, ça fait mal. Mais je veux dire, c'est le lieu d'appeler à l'attention de l'État pour dire qu'il faut revaloriser sérieusement le salaire des agents de santé. Il y a des secteurs qui sont porteurs. Il faut leur donner les moyens de pouvoir rester. Parce qu'à un moment donné, s'ils s'en vont, c'est dangereux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de la fonction publique. Dernièrement, il y a 4... comment on appelle ça, ingénieurs au niveau, il y a un certain niveau qui ont fréquenté en Europe, aux États-Unis, n'importe où, mais qui ont passé le concours de la fonction publique. Oui, mais façon de parler, mais je veux dire, whatever, pour dire que ces personnes-là, l'État de Côte d'Ivoire aussi cherche à capter ces personnes-là. C'est peut-être raison que lors des concours, justement, il y a 4 personnes qui sont rentrées dans la fonction publique en Côte d'Ivoire pour dire que tout le monde cherche à capter. Et tu vois là où c'est problématique, on avait reçu ici l'année dernière l'un des seuls en Côte d'Ivoire, mais qui a immigré, je ne sais plus si c'est en France ou dans un autre pays d'Amérique du Nord, l'un des seuls cardiologues spécialistes, en tout cas d'une spécialité de la cardiologie, et qui était le seul à le faire en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il y a eu une possibilité d'aller le faire ailleurs, parce qu'il a eu des conditions attractives comme celles que propose par exemple le Canada, qu'il est parti. Malheureusement, on n'a pas de spécialistes de ce type, parce que les conditions ne sont pas attrayantes. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas suffisamment de centres de santé pour accueillir tous ces médecins qui sortent. La plupart vont aller dans des cliniques privées parce que, quand même, par rapport au public, les cliniques privées proposent de meilleurs salaires. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. La politique agressive du Canada d'accueillir des professionnels de qualité dans leur pays ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Il y a plein d'autres pays qui existent. Mais pourquoi c'est la plupart de nos pays africains dont les meilleurs profils
quittent pour aller ailleurs. Parce que nous Sinon, avons- il y a des pays Est-ce qu'à un moment d'Europe. donné, Parce que allez, nous avons les meilleures formations aussi, nous médecins. Exactement. Mais est-ce qu'à un généralement. moment La donné- vraie question à se poser, Oui. c'est oui, nous avons les meilleures formations. Si on vient les chercher ici pour oui, pouvoir c'est- piocher c'est- ici, c'est mais des c'est qu'on a les dépenses bonnes formations. gratuites. Mais à quoi ça sert d'avoir des gens qu'on forme bien et qu'on livre? Mais parce Voilà. qu'ils ne sont pas Non, mais rémunérés un- au niveau qu'ils auraient souhaité. Et puis, mais est-ce qu'à un moment il y a un donné, point, on je peut vais mettre un juste peu de terminer. patriotisme dedans? Oui, mais le patriotisme, Ah, on- d'accord. on ne mange pas le mais patriotisme. il faut aussi vivre Faut vivre. aussi. Voilà. Oui, mais bon. Là, vous me parlez patriotisme? Ok, on en parlera en On fait ne mange pas le patriotisme. Hein. Non. Il y a aussi un point on qui va est terminer, important. Un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats du secteur de la santé, on ne les entend plus. Ce sont eux qui doivent... enfin, moi, je ne prône pas la révolution. Si ça se mais au trouve, moins, il y a des gens, des membres du syndicat eux-mêmes qui sont partis. Oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, il faut entamer ce dialogue avec l'État sur ces conditions, hein, sur les raisons de ces départs-là. La première raison, on l'a dit, raison salariale. Ensuite, il y a les conditions de travail et puis le fait qu'il y a une absence de reconnaissance. Mais les syndicats aujourd'hui, bon, on dit c'est la trêve sociale. OK, moi je trouve que c'est très bien, mais cet unanimisme-là ne doit pas non plus être, comme on dit, porter un coup au secteur. Parce que quand vous avez des médecins qui désertent quand même, c'est quand même inquiétant. Ben oui. C'est Mais très, très inquiétant. L'idée pour moi, c'est que je parlais de patriotisme tout à l'heure. À un moment donné, l'État des Côte d'Ivoire, il faut se dire, il faut avoir une conscience professionnelle pour dire l'État, mon pays, a donné de l'argent pour me former. Parce qu'on parle d'inflation. L'inflation, c'est partout dans le monde. À un moment donné, quand on le veut, Daouda, il faut se arrêtez dire... de tout ramener au monde. Nous Oui, sommes je la sais. Côte d'Ivoire. Oui, mais n'empêche que, qu'on le veuille ou non, Alain, à un moment donné, il faut se dire, elle parlait d'un cardiologue, tu es le seul. À un moment donné, pense à tes frères et sœurs. Alors lui va venir toucher 1 million. Non, on n'a pas dit, il a on 500 lui a 000 pas demandé de $ par faire an. peu de pauvreté, Alain, mais à un moment donné, quand même, je pense que le salaire que les médecins ont, on peut militer, on peut faire des plaidoyers pour qu'ils aient plus, mais on va pas, on n'est pas le Canada, quoi. Mais- on n'est pas le Canada. Non, mais- Bon, on comprend votre idée. On n'est pas le Canada. Non, moi je comprends pas du tout son idée quand Daoud. Ben, vas-y. Non, me concernant, tu vas jamais Je comprendre. ne la comprends pas et je ne l'adoube pas du tout. Je sais. Quand Daoud a dit oui, franchement, les médecins pourraient penser au patriotisme et se dire mon pays, je ne peux pas lâcher mon pays pour aller travailler ailleurs. Mais tu es gentil de dire ça. Oui, tu mais penses faut être vraiment, comme patriote. Edith l'a si bien dit, tu Non, penses non, que je suis pas le le patriotisme, ça remplit un compte en banque? Non, Pas- mais justement. Pas du tout. Et tu dis oui, mon pays a Daouda veut dépensé de dire que l'argent. tout n'est pas lié à l'argent. Tout n'est pas lié à l'argent, mais vous savez, la C'est le médecine, point de c'est 8 Daouda. ans. C'est 8 ans d'études. Oui, c'est ça. C'est Oui, on est des, d'accord. c'est des nuits 8 ans pour le blanches. généraliste. Exact. Exactement, pour le général. Et Quand 12 Daouda ans dit pour ton le pays a payé, Exactement. là je suis pas d'accord. Quand Oui. ton pays a payé, non. Parce que, non, Non, si. Mais comment le ton pays a payé. Il y en a qui se forment au privé déjà. L'État met le cadre en place, les Ah ouais. les Mais enseignants Oui, qui ils n'arrivent pas à payent. dormir pour dans des toi. chambres et tout. Oui, mais bon, on va ils pas- dorment dans bon, des non, Les on va éléphants, pas finir ça. les Oui. éléphants. Oui. Quand ils viennent jouer en équipe nationale, Oui. ben, figurez-vous qu'il y en a qui tirent une tronche parce qu'on ne paye pas leurs primes et qu'ils en parlent même dans les médias. Est-ce qu'au nom Oui, du mais ça, je patriotisme, pense que ils c'était ont- autant de. Ah, non, non, non. C'était autant de. Ça a été très l'ancien récurrent. Salel Le Bougnon. Ça a Oui, été très Ça a été récurrent. réglé. Ça a Oui, été ça a été récurrent. réglé. Avec le Bougnon, Oui, mais ça a été il y a réglé. longtemps d'ailleurs que ça se Oui, il y a passe comme ça. longtemps, mais maintenant, ce qu'elle c'est veut aujourd'hui. dire aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes devraient dire on vient défendre les couleurs du Voilà. pays, on peut même jouer gratuitement, On est- mais eux, ils On demandent est l'argent. médecins sans Ben oui. frontières, donc on Voilà. se positionne comme médecins sans frontières. Non, pas Exactement. forcément, Voilà, on mais se à un contente de moment ce qu'on donné, a. je pense qu'il est de notre rôle aussi d'attirer Non, l'attention mais Daouda, de nos tu jeunes parles, frères. tu parles à des pères de famille, Oui, à qui... ok. Non, je vais terminer. Tu parles à des pères de famille qui ont fait 8 ans ou 12 ans d'études pour certains, donc qui ont sacrifié une partie de leur vie, parce que mine de Donc, je rien, pense que nous tous, hein. 8 ans d'études, il y en a qui commencent à travailler à partir de 3 ans d'études, donc C'est BTS, ou bien le master à partir de 4 ans d'études, mais il y en a qui continuent, et eux, ils continuent. C'est une profession qui est sensible. C'est On ça. a besoin de médecins, Et c'est on a un choix. besoin d'aides-soignants, et c'est un choix. Et c'est 8 ans C'est une- d'études hors du commun. hein. Exactement. Oui, c'est difficile, Beaucoup de ça. sacrifices. Et tu demandes à des personnes de ce type Au qui, nom du chaque jour, au nom du patriotisme. patriotisme, Oui, l'amour des pays. au nom c'est du tout. patriotisme, de se contenter Ah, de se contenter du peu qu'ils ont. Et en plus, dans des formations sanitaires où, même quand tu viens en tant que patient, tu dois payer pour le coton, tu dois payer pour l'alcool, tu vas leur demander de refuser des conditions attractives qui Non, leur sont je proposées demande par pas, le je Canada ne demande en termes pas, d'immigration. je demande pas de refuser. Et de meilleurs Ce que- avantages. Ce que je Je termine demande, là-dessus parce c'est qu'on que tourne- j'ai on dit tourne en rond simplement sur la question. qu'on peut faire un plaidoyer pour qu'ils aient de meilleures conditions, de meilleurs salaires, mais il ça faut se change, dire que, voilà ce qu'ils justement, mais à un moment donné, il faut se dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas le Canada, en tout cas demain ou après-demain. Ça se saurait. Voilà, Il neige ça pas en serait Côte d'Ivoire. système- Mais pour finir, Mais le ministre a dit... Je finis pour dire simplement que qu'on le veuille ou non, on ne va pas atteindre le niveau. Donc,
Faisons preuve de patriotisme, faisons preuve de courage pour aider nos frères. On a entendu votre argument, on l'a entendu déjà. En tout cas, le ministre a dit dans sa note, justement, à l'épilogue de sa note, que justement le ministère de la Santé va faire des mains et des pieds pour en tout cas assainir le milieu de la santé et puis revoir les salaires. Mais il est clair qu'il y a des efforts à santé. faire. Il est clair qu'il y a des efforts à faire. Quand on veut retenir des talents, eh bien, il y a des moyens, il y a un certain nombre de conditions qu'on met en place pour retenir donc les talents, les cerveaux. Et je pense que l'État en est bien conscient. Déjà, ça passe par le monitoring, ça passe par le fait de répertorier déjà. Et puis les infrastructures. Les infrastructures. Ouais. Et après, l'État, vraiment... L'État souffre, hein? Oui, mais on n'a qu'à se tourner vers qui? malheureusement, c'est lui. Mais l'État, c'est toi, c'est moi, frère. C'est les services publics. Tu parles de l'État, oui, c'est Parce le que rôle de l'État, les services publics. le même Daouda, ce qui est incroyable, c'est que le même Daouda était en train d'interpeller l'État ici tout à l'heure. Il dit non, il y a des fédérations qui ont besoin. Là, il dit non, l'État. Tu es bipolaire? Non, je pense qu'on est tous bipolaires sur cette table. Ah, bah, toi, on est cohérent. Non, si. Moi, je n'ai même pas bipolaire. Toi, tu es schizophrène. Non. Mais il suffit qu'il enlève sa lunette et puis c'est une autre personne. Quand il met ses lunettes, il est domine. Bon, notez qu'on a été particulièrement touchés par cette information et on voulait en parler. C'est l'occasion déjà de dire bravo à tout le corps médical sur place. À ceux qui restent. Exactement, se à battent ceux au qui restent. quotidien. Parce que vraiment, il faut noter que ceux qui restent travaillent dans des conditions qui sont difficiles. On va leur dire bravo. Bravo. Franchement, comme ça s'est fait dans certains pays où les populations sortaient les soirs pendant la question des crises pour applaudir le corps médical qui travaillait. Et même en France dont on parle, les médecins aussi se plaignent de leurs conditions. laisse Brice, tomber. je peux, au passage, je salue mon médecin, docteur Caleb. Bravo pour ce que tu fais pour nous, pour le patriotisme que tu as. Quand vous partez vous faire consulter, vous payez? Je paye toujours, oui. Et je suis assuré. Il n'est pas Oui, patriote. c'est ça que je voulais te Il demander. n'est pas patriote du tout. Non, si, je paye, parce qu'en même temps, il n'a pas fait vœu de pauvreté, docteur Caleb. C'est toi qui dis tout. Oui, j'ai dit ça. Franchement, Je l'ai dit. Mais t'as bouffé un peu d'eau? il accepte ce que l'État de Côte Non, d'Ivoire tu lui regardes ce que je donne. disais. Non, J'ai pas fait un peu de il accepte ce que l'État de Côte d'Ivoire Vous avez dit lui qu'il donne. était Schizophrène. allez, on va au JT. Et derrière, nous avons un invité. Donc, nous serons accompagnés, je le dis pour ceux qui s'inquiètent souvent que certains sujets ne soient pas débattus sur le plateau. On a en invité, juste après le JT, Steven Mbedi. Il est CEO et founder de Push Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de parler avec lui de financement de start-up. A tout de suite. Nous sommes de retour après le JT. On représentait la magnifique Sharon Camara qui vous donne rendez-vous demain à partir de 19h45 pour un autre JT. Et j'oublie pas de faire un coucou et je le fais tous les soirs systématiquement comme ça à mon pote Jean-Marc Seka qui vous donne rendez-vous lui à partir de 12h45 pour le JT du... Alain, ça va bien. Et avec ça, on trouve que c'est moi qui suis schizophrène sur ce plateau. Ça n'a rien à voir. Ben, Je me montrais juste le téléphone. Non. Alors, je voyais le Mardi Gras de Tina Glamour avec une petite fille. Il y a une jeune fille qui s'est déguisée en Tina Glamour. Oui, Et il y a eu Grand P et Doxy Yahoo. Ah ben voilà. Ça va loin. On dirait que ce Ça va Mardi loin. Gras vous a tous marqué. Avec Ça va loin, la ça pause va qui loin. va avec en plus. Ça va loin, ça va très très loin. Sur notre plateau, on nous a rejoint Steven Mbedi, il est CEO et founder de Push Côte d'Ivoire. Bonsoir Steven, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, ça va? Très bien. On est content de vous avoir sur le plateau. On parlera aujourd'hui de financement de start-up. Votre entreprise, elle est spécialisée depuis 2019 dans les services financiers. Déjà, de pouvoir tenir l'entreprise depuis 2019. Est-ce que c'est quelque chose de facile en Côte d'Ivoire? Je dirais non, mais quand on sait déjà où on va, bon, on peut profiter du vent, j'ai envie de dire. Très bien. Donc voilà. Et quels sont les services proposés par Push Côte d'Ivoire et comment ça accompagne les différents bénéficiaires donc, de ces C'est quoi le principe Push Le Côte principe, d'Ivoire voilà, Push Côte Alors, d'Ivoire. Push Côte d'Ivoire, c'est simple, c'est un compte mobile rattaché à une carte Visa à destination des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel, surtout les planteurs. Ah, justement pour eux, là. Comment on leur explique ce qu'on venait de dire là en français facile? Alors, Avec Push Côte d'Ivoire, on a une carte. voilà. C'est ça? Bon, terre à terre. Très très bien. Push, c'est une carte bancaire tout en un. On peut acheter des unités de téléphone depuis son compte Push, on peut envoyer de l'argent et recevoir de l'argent de tous les mobile money. Et la particularité, c'est qu'avec Push, on peut non seulement retirer au distributeur automatique, mais aussi dans un kiosque Push.
dans les marchés, où dès que vous voyez une enseigne push, vous pouvez rentrer, pas besoin de savoir parler français ou tout ça, vous pouvez retirer de l'argent depuis votre compte push. Et si vous ne savez pas comment faire, on a le premier call center en Djoula, BT et Baoulé pour vous répondre. C'était bien parce que vous avez dit on n'a pas besoin de savoir parler français. Comment il allait faire quand il allait faire? Mais ça, c'est innovant comme principe, j'ai envie de dire. Totalement, c'est l'ADN même des startups aujourd'hui, c'est de régler offre. des problèmes grâce au numérique. Donc, proposer une offre, une proposition de valeur assez adaptée donc, à ce que nous vivons. Un point que vous avez évoqué, c'est le fait de ne pas être bancarisé. Exactement, c'est surtout ces personnes-là. Aujourd'hui, le taux de bancarisation n'excède pas 20% en Côte d'Ivoire, alors que les gens ont de l'argent, ils ont envie d'épargner. C'est-à-dire, moi, quand je faisais l'étude de marché, il y a une tantine du marché, je ne l'oublierai jamais, qui m'a dit nous, on travaille de 6h à 18h. Les banques ferment à 15h. À quelle heure tu veux que mon fils j'aille déposer les 13 000 francs, mais les 11 000 francs que j'ai gagnés dans la journée? Donc, c'est juste ça, en fait. C'est un problème d'agilité. Sinon, les gens veulent... Alors, comment elle fait quand elle a ses 13 000 francs et qu'elle travaille toujours pour pouvoir épargner avec votre service? Est-ce que ça est interconnecté aux autres opérateurs de mobile money? Si moi, par exemple, j'ai de l'argent sur un compte mobile money, est-ce que je peux envoyer à mon tonton agriculteur sur sa carte push? Totalement. Okay. Voilà. Pour revenir à la question, vous venez résoudre un problème parce que vous évoquez le problème de pouvoir se rendre dans une banque parce qu'à 13h, à 15h, elle ferme. Vous êtes certainement venu avec la solution. Comment cette tante-là, vous avez réussi à la convaincre que l'application que vous proposez peut l'aider à ne pas partir à la banque? Comment vous avez résolu son problème? Déjà, je ne lui parle pas d'application. Très mauvaise idée. Je ne lui parle pas d'application. Je lui parle en fait de push tout simplement et qu'elle s'est matérialisée de façon tangible parce qu'elle a une carte dans la main. Donc, une fois qu'elle a la carte en main, elle a son fils, sa fille qui sait lire déjà, qui sait juste l'aider à faire les transactions. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, c'est que pour ces populations-là, la chose bancaire est compliquée. Alors que nous, on parle d'un numéro de téléphone et moins d'1 minute pour ouvrir un compte. Donc, avec une pièce d'identité valide, bien entendu. Donc, ça réduit justement la complexité de la chose et ça permet à tout le monde d'ouvrir un compte un peu partout et puis aller dans le kiosque en face des marchés pour faire ses chaque fois au cours de l'émission, il y a la question vicieuse. Alors, justement, c'est là qui va venir maintenant. Quand on sait également que l'État fait beaucoup d'efforts pour amener les gens vers, justement, les banques, on a un peu l'impression que vous l'avez dit, bon, c'est pas la peine d'aller vers les banques, nous, on propose une solution qui vous évite d'aller vers les banques. Est-ce que vous n'avez pas un peu cette perception-là? Ah non, pas du tout, parce qu'in fine, l'argent est domicilié dans les banques. Parce que nous, pour faire ce qu'on est en train de faire, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une banque sponsor. Donc, grâce à la banque sponsor qui, en fait, loge le pendant de la monnaie électronique, comme on dit, dans ses comptes. Donc, en fait, in fine, l'argent est dans la banque. Alors, justement, pour rattraper la question de Brice, aujourd'hui, nos États font face à un défi qui est la lutte contre l'argent sale. Alors, avec ce système-là, est-ce que vous n'allez pas, quelque part, être une courroie de développement pour tous ceux qui, disons, travaillent avec l'argent sale? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. On prend l'argent, enfin, on va dans un kiosque, on alimente son compte ou sa carte, etc. Est-ce que quelque part, il n'y a pas ce risque-là? Et de quels moyens disposez-vous pour éviter justement que les réseaux criminels se saisissent de votre travail? Alors, d'un point de vue technologique, on a plein d'algorithmes contre le blanchiment d'argent, déjà. Mais d'un point de vue réglementaire, c'est pour ça que la BCAO plafonne ce type de compte à 2 millions. Parce que, et à 10 millions de transactions dans le mois. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire celui qui veut blanchir va devoir avoir beaucoup d'identités et beaucoup de... Mais c'est ce qu'ils font, les réseaux criminels, souvent, ils reculent devant rien. Même justement, Alain aussi, en même temps, on va dire, devant rien, même devant les banques. C'est justement cela qui fait que nous, au niveau de push, on développe à chaque fois des logiciels qui vont avec cette carte-là. Par exemple, on travaille avec beaucoup d'usines en Côte d'Ivoire qui payent leurs ouvriers journaliers et saisonniers grâce à push. Et qu'est-ce que nous, on fait derrière? On fournit une solution de paiement de masse. Ça veut dire que vous êtes une usine en zone industrielle, vous avez 500 journaliers dans votre usine qui n'ont pas de compte bancaire qu'avant vous payiez main en main. Désormais, ils ont tous des cartes push. Et quand vous payez grâce à notre logiciel, vous payez des centaines de millions. Donc, il y a une solution spécifique pour ce client en particulier? Pour toutes les usines, pour tous les employeurs de Côte d'Ivoire. Et on sait s'adapter justement. Et aujourd'hui, on est plus connu. Pourquoi?
pour la carte nationale du planteur de café cacao. Donc aujourd'hui, c'est plus d'1 million de planteurs qui ont reçu des cartes donc, qui leur permettront de vendre de façon sécurisée leur cacao grâce à nos technologies. Parce qu'on s'inquiétait également du déplacement de l'argent liquide, les personnes se faisaient attaquer, agresser, et ça vient résoudre un peu ce problème-là aussi. Exactement. Alors, juste comme ça, le 1er mars entre en vigueur le permis à points, je crois, qui est doté d'une puce. Vous n'êtes pas venu à l'idée aussi d'y apporter peut-être une dimension financière? Bon, ça, c'est une idée que le ministre des Transports aura, mais je me disais, finalement, on pouvait avoir sur une carte un peu de tout. En même temps, on a le paiement pour payer les amendes, etc. Bon, c'est une idée qu'on vous donne aussi. On peut tout faire, mais parce qu'on est pressé, on va aller doucement, disait un planteur que je connais. Oui. Et nous, on a choisi de se concentrer vraiment sur la création de valeur, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, l'agriculture, digitaliser l'ensemble des filières agricoles, c'est notre premier focus point. Et après, maintenant, donner au secteur informel qui est 40% de notre PIB quand même, la possibilité aussi de se bancariser, ça va porter le système bancaire vers le haut et donc pouvoir derrière financer les PME. Vous êtes là. Merci Alain pour l'idée. C'est très intéressant. Non, on a noté la proposition, on va mettre votre nom en dessous. Rapidement, in extenso, vous êtes là, donc vous accompagnez donc les planteurs de café cacao avec cette carte. Et derrière, on sait que les planteurs de café cacao, ils ont eu une récolte en octobre, donc une traite en octobre. Et en dehors de ça, c'est un peu plus difficile pour eux. Est-ce qu'à terme, vous envisagez de leur proposer, par exemple, des crédits, des prêts? C'est vrai que vous êtes adossé à une banque qui s'occupe de votre pendant, mais est-ce qu'à terme, vous pouvez leur proposer plus de facilité pour leur faciliter aussi la vie en dehors des transactions, de recevoir leur paiement sur leur carte, leur proposer également une possibilité avance sur recette. Voilà, sur recette ou de crédit, par exemple. D'accord. En fait, c'est l'ADN de Push, c'est l'innovation autour de la bancarisation. Donc, peut-être on n'a même pas parlé d'assurance, de cotisation sociale, tout est possible. En réalité, tout est possible. Il suffit juste qu'on puisse, avec la technologie, il n'y a pas de limite. Voilà. Alors, Steven Bedi, là où ça devient intéressant, et Daouda Souli, parce que c'est le petit côté de ma mère là, que je veux mettre en valeur. Vous avez proposé un projet, et l'État de Côte d'Ivoire vous accompagne à hauteur d'1 milliard pour le développement des startups. Je suis dans le vrai encore. Oui, continuons. La première chose, c'est comment on accompagne les startups avec ce montant. Est-ce que c'est suffisant? Bon, on parle de ce milliard. Est-ce que c'est gratuit déjà? Parce que l'État qui donne de l'argent, il y a toujours une contrepartie. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Très bien. Je n'ai pas tout seul monté un projet, mais en fait, c'est une initiative du CI20, qui est un collectif de 15 startups ivoiriennes. 15 startups ivoiriennes qui sont données comme défi de créer 2000 emplois en 2 ans, grâce à nos 15 startups. Aujourd'hui, nous sommes à 11 milliards de chiffre d'affaires et 350 emplois créés en 1 an de programme. Et donc, il nous reste encore jusqu'à la fin de cette année 2023. Et je pense que, vu les chiffres... Vous largement dépassé les objectifs. On va y arriver. Alors, dans le cadre justement du CI20, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord aidé le gouvernement dans ce qu'on appelait la mise en place de la loi Startup, qui est passée en Conseil des ministres et qui va aller passer à l'Assemblée nationale, que nous avons challengé à tous les niveaux. Deuxièmement, on a, peut-être je crois que c'est passé sur vos chaînes aussi, on a créé l'initiative Startup for Gouv, qui permet au gouvernement de puiser directement dans un lot de startups pour solutionner justement ces défis de transformation technologique. Et aujourd'hui, et après, on a créé un cadre qui est le SACEN, donc le Sommet africain des startups et de l'économie numérique, qui a déjà eu lieu en juin de l'année dernière et qui aura lieu encore en juin de cette année, où des acteurs start-up de toute l'Afrique viennent en Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités. C'est une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire d'avoir des technologies. Et enfin, le dernier pilier justement qu'il fallait faire, c'était l'accès au financement. Voilà pourquoi on a créé l'initiative Startup Boost Capital, et qui est soutenue par le gouvernement. Alors, ce n'est pas gratuit, c'est de la dette, enfin comme on dit, c'est des prêts, mais à taux très très préférentiel par rapport à ce qui se fait sur le marché, à 8%, pour que la start-up aujourd'hui puisse s'en sortir grâce à du financement en dette. Deuxièmement, exceptionnellement, il y a un délai de
de différer. Avant, quand tu empruntais de l'argent, tu prends le 1er janvier, le 1er février, il faut rembourser. Aujourd'hui, grâce à Startup Boost Capital, vous pourrez emprunter le 1er et rembourser à partir du 1er avril. Le 1er janvier au 1er avril, commencer les remboursements. Ça vous permet d'avoir nettement ce qu'il faut pour commencer à rembourser. Donc, voici un peu comment ça pourrait se passer. Sur les... rapidement, Daouda, sur une question. Non, juste pour le sur les emplois, le profil des personnes que vous devez employer, il y a déjà 350, il vous en reste 1650, je crois, pour être sur les 2000. C'est quoi le profil? Ce sont des ingénieurs? Alors, c'est quel type d'emploi? Nous, en tant qu'entreprise start-up, en tant qu'entreprise technologique, j'ai envie de dire, notre matière première, ce sont les développeurs. D'accord. Ça, c'est notre matière première à nous, mais il y a plein de il y a toutes les fonctions de support d'une entreprise et après, il y a des experts métiers, mais surtout les emplois générés grâce à la proposition de valeur de nos startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit, par exemple, que pour distribuer l'ensemble des cartes du planteur qui ont été générées grâce à la technologie de push, il y a 450 personnes sur l'étendue du territoire national. Bon, je pense que c'est un collatéral factuel. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Quand vous voyez une start-up qui est du Save comme Coliba, vous voyez les containers Coliba où on va mettre les déchets plastiques qui embauchent des centaines de collecteurs femmes, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait totalement faire rapidement. L'idée pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir, parce que vous qui êtes entrepreneur depuis des années, je pense que vous avez créé votre entreprise en 2019, Push. C'est la dernière, oui. La dernière, voilà. Ce que je veux savoir, est-ce que le financement des startups, qu'est-ce qui coince dans le financement des startups au niveau des banques? Parce que je vois que ça, c'est une initiative du gouvernement. Mais qu'est-ce qui empêche... Du CIV, du CIV, supporté voilà. par le gouvernement. Voilà, supporté par le gouvernement. Mais finalement, qu'est-ce qui empêche les banques d'aller directement vers les startups pour les financer? Alors, c'est simplement la question la plus simple même de toute la soirée. Les banques ne sont pas outillées pour. Elles ne sont pas outillées pour en termes d'experts métiers. Allez expliquer à un banquier que vous allez faire voler une espèce de ventilateur avec des pulvérisateurs qu'on appelle drone au-dessus d'un champ et ça vous rapporte de l'argent, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il ne comprend pas, mais il n'arrive pas à voir comment ce business model à terme peut générer de l'argent. Alors que les gens oublient que Facebook a été, enfin pour ne pas citer de nom, a été gratuit pendant 10 ans. Mais qui a financé Entre? Jusqu'à ce que aujourd'hui ça rapporte 50 milliards de dollars par an. Mais est-ce que finalement, parmi les objectifs du collectif CI20, est-ce que vous n'avez pas mis ça en priorité comme objectif, c'est-à-dire pouvoir sensibiliser donc les banques, parce que ce sont vos principaux partenaires, parce qu'une start-up, je pense qu'un dirigeant de start-up passe beaucoup de temps avec son gestionnaire à essayer de le convaincre. Est-ce que parmi vos missions, parmi vos prérogatives, vous n'envisagez pas de pouvoir les inciter à faire beaucoup plus de prêts ou de garanties auprès des entrepreneurs start-up technologiques? C'est l'essence même de Startup Boost Capital, c'est-à-dire on va juste leur montrer que c'est possible. Donc le mode opératoire, je finirai là-dessus, le mode opératoire, nous l'avons rédigé avec des experts et nous l'avons proposé jusqu'à ce qu'ils trouvent, entre griffes, sponsor. Donc aujourd'hui, il s'agit pour la première vague de pouvoir réussir l'essai et montrer aux banques que, regardez, ce n'était pas si compliqué de financer de la dette possible. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Alors justement, je vais voir le verre du point de vue de la banque. C'est bien de dire que les banques ne sont pas outillées, mais à un moment donné, j'ai entendu également des banques dire, sur la base d'éléments factuels, qu'une entreprise aujourd'hui qui naît, donc pour les 3 premières années, a beaucoup plus de chances de mourir. Donc, est-ce que ce n'est pas la réponse à la question? J'aurais dit la confiance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance à restaurer? Il n'y a pas de crise de confiance. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on présente, ça marche dans certains cas. Mais il y a beaucoup de cas dans lesquels ça n'a pas marché. Alors, ce n'est pas inhérent aux startups. C'est inhérent à toutes les entreprises. Deuxièmement, donc c'est une vérité qui est universelle, j'ai envie de dire. 3 ans, comme on appelle la vallée de la mort. Maintenant, ce que je disais, les banques ne sont peut-être pas outillées, c'est de dire en fait, même pour le recouvrement, voilà pourquoi notre mode opératoire est axé sur des microfinances. Et non, parce que les microfinances, ils savent aller jusque dans les marchés même, recouvrer des montants chez les tantis. Donc, eux, ils sont outillés pour aller faire du recouvrement de proximité déjà. Ça, c'est la première chose. Et comme la banque classique
n'est pas outillée pour le faire, elle ne prend pas le risque, tout simplement. Elle ne prend pas le risque parce que si je vous donne de l'argent aujourd'hui, je ne sais pas où vous retrouver, je ne sais pas comment recouvrer mon argent, je n'ai pas les effectifs pour, je ne peux pas lancer des commandos dans la rue pour vous. Et je ne suis pas sûr que ton affaire la même. Voilà, ton affaire la même, je ne comprends pas forcément bien. Voilà, c'est tout ça que j'appelle ne pas être outillé. Moi, ce que je veux savoir, moi, supposons que je suis start-up, je veux bénéficier de ce financement-là. Quels sont les critères que je dois remplir pour bénéficier de ça? Alors, on a plusieurs guichets. Le guichet le plus important, c'est celui qui est financé par l'Agence Emploi Jeune, qui est le Working Capital. Le Working Capital, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà être sur le marché depuis 2 ans et avoir des revenus. Et d'où son nom, le Boost Capital, c'est pour booster ce qui existe déjà. J'entends les banques en train de dire « Ah tiens, même vous donnez 2 ans, il faut exister 2 ans pour créer une forme de confiance. Pourquoi vous parlez 2 ans ?» Alors, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut être là au moins depuis 2 ans. Comme je disais, on a plusieurs guichets. Le guichet le plus important, c'est le Boost Capital. Mais on a un deuxième guichet pour ceux qui ont juste un PowerPoint, juste l'idée. Et celui-là, il est sponsorisé par un autre partenaire qui est Digital Africa, qui permet d'avoir des tickets de 20, 30 et 50 000 euros pour passer maintenant au prototypage ou au proof of concept, comme on dit, à la preuve du concept. Il faut parler à la preuve du concept. Vous allez passer de l'idée à quelque chose qui commence et on est en train de mettre en place un troisième guichet qu'on va annoncer au SACEN, justement, en juin, qui va permettre de financer des marchés pour les startups. Vous avez parlé de la loi Startup qui a été validée donc, en Conseil de ministres. Est-ce que vous pouvez nous donner trois principales dispositions de cette loi Startup déjà? Et ensuite, pour les téléspectateurs, parce qu'on parle de Startup, c'est un mot à la mode, Startup. C'est quoi une Startup exactement? Parce qu'on a l'impression que les Startups, c'est uniquement dans le domaine technologique. C'est quoi une Startup? Donc déjà, les 3 principales dispositions de la loi Startup. Ça va être compliqué, Steven. C'est que vous avez 1 minute pour répondre à toutes ces questions. Rapidement, oui, je sais qu'il est efficace. D'accord. Donc, vu qu'il me reste 1 minute, déjà, je ne peux pas dire le contenu d'une loi qui n'est pas encore promulguée à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est fait. Deuxièmement, je peux dire par contre, au sens de la dite loi, ce qu'on peut considérer comme une start-up aujourd'hui est une entreprise dont la création de valeur repose sur une innovation, qu'elle soit technologique, dans son procédé, dans son business model, digital ou quoi que ce soit. Tant que sa création de valeur repose, ça c'est la première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit réplicable dans chaque pays, qu'elle ne soit pas conditionnée. Par exemple, si j'ai un restaurant à Cocody et que c'est parce que ce restaurant est considéré à cet endroit-là qui marche, si je ne peux pas le répliquer ailleurs pour qu'il marche de façon similaire, ce n'est pas une start-up. Et troisièmement, il faut que sa croissance soit exponentielle. C'est-à-dire que plus de 100% par an. C'est vrai. Je termine cette émission par ce séminaire auquel on a été invité. Il était bien écrit « Comment devenir milliardaire, créer sa start-up avec 125 francs, un stylo à 100 francs, une feuille à 25 francs. » Et on s'est rendu à ce séminaire. Rassurez-vous. On a gagné combien? Non, le gars qui devait faire le séminaire est en train de se battre avec le chauffeur de Woro Woro. On a dû se dire, il faut confier son avenir à des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et là, en l'occurrence, Steven Mehdi, qu'on a reçu ce soir sur notre plateau, CEO founder de Push Côte d'Ivoire, qui marche bien. Alhamdoulilah. On espère vous retrouver très très bientôt sur notre plateau et en d'autres circonstances pour évoquer avec vous d'autres points. Oui, Général Alain, vous avez quelque chose à dire? Non, c'était juste pour vous provoquer. Allez-y, non, pas il fait bien ça. J'ai compris. Le champion de la matière n'est pas sur le plateau. Il n'est pas là. La dernière question qui tue. Vous retrouvez toute l'équipe du Grand Talk demain à partir de 18h30. Prenez soin de vous et des autres. Merci Alain, merci Edith, merci Daouda. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales. Merci Steven. On vous donne rendez-vous demain. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Amen. Merci. Amen. Amen.